messieurs, je suis Sue Montgomery, je suis la mairesse de l'arrondissement CDNNDG. Je vous souhaite la bienvenue à notre conseil de 1er février. C'est votre conseil et j'aimerais reconnaître que nous sommes en territoire autochtone, laquelle n'a jamais été cédée. Je reconnais la nation Kanagahaga comme gardienne des terres et des eaux sur lesquelles nous sommes aujourd'hui. We respect the continued connections with the past, present, and future in our ongoing relationships with Indigenous and other peoples within the Montreal community. I encourage all of us to support and join our Indigenous brothers and sisters in the struggle to protect the lands and waters of this earth. I would like to thank everyone who is watching online. I'm not sure how many are there, but you can see us, we can't see you. It's a sign that democracy is thriving in our community. Malheureusement, la COVID est toujours avec nous et c'est presque un an déjà. Un an très difficile pour tout le monde. Laissons-nous penser à ceux et celles qui sont décédés de ce virus. Ils ne sont pas que des chiffres, ils sont des êtres humains avec les familles et des proches. Alors, je vais maintenant présenter mes collègues, les conseillers de ce arrondissement, M. Gautran de Snowden. Bonsoir tout le monde. Hello everyone, and thank you for being with us tonight. M. McQueen d'NDG. Good evening, everybody. Thanks for being with us. Bonsoir tout le monde. M. Arsenault de Loyola. Good evening et bonne année tout le monde. Madame Propiano de Côte-des-Neiges. Excuse-moi. Bonsoir, merci d'être avec nous. Thank you to be with us this evening. Et M. Perez de Darlington. Bonsoir tout le monde, un plaisir d'être parmi vous ce 1er février. Hello everyone, a pleasure to be with you. Et j'aimerais maintenant présenter le directeur d'arrondissement, M. Stéphane Plante, et je vous prie de présenter vos collègues. Oui, alors bonsoir, Madame la mairesse, Madame la conseillère, Messieurs les conseillers. Avec moi ce soir, Madame Sonia Gaudreau, directrice sport, loisirs, culture et développement social. Bonsoir. Monsieur Pierre Boutin, directeur du service des travaux publics. Bonsoir. Madame Guylaine Gaudreau, directrice des services administratifs. Bonsoir. Madame Lucie Bédard, directrice de l'aménagement urbain et du service aux entreprises. Bonsoir. Madame Geneviève Reeves, secrétaire d'arrondissement. Bonsoir. Et Madame Julie Faraldo-Boulet, secrétaire recherchiste. Bonsoir. Voilà. Merci beaucoup. On passe maintenant à 10.02, adoption d'ordre du jour. Je propose. Et j'appuie. Adopté. 10.03, approuvé procès-verbal. Je le propose. Et je l'appuie. Adopté. Et 10.04, commentaire des maires et des conseillers. Donc, mercredi, nous avons eu une séance extraordinaire du conseil d'arrondissement et nous avons adopté des modifications réglementaires qui offrent de nouvelles protections aux locataires de l'arrondissement qui représentent 73% de notre population. Les demandes d'exposition à la régie de logement ont commencé à doubler il y a 4 ans dans l'arrondissement. Il y a une pénurie d'unités de taille familiale. Ces nouvelles réglementations traitent des problèmes avec Airbnb. Plus il y a Airbnb dans l'arrondissement, moins il y a d'unités locatives disponibles et plus les prix augmentent. Je suis très fière que CDNNDG prenne les droits des locataires au sérieux. Certains de nos résidents représentent les membres les plus vulnérables de la société qui ont besoin de protection institutionnelle. Le marché locatif évolue à un rythme rapide et l'arrondissement doit s'adapter
tout aussi rapidement pour protéger les locataires. I'm excited also tonight that our Borough Council is formalizing a precedent-setting partnership with le Centre de Services Scolaires de Montréal to provide a brand new community space for Western NDG. This historic $4 million investment will provide a full-size regulation gym and multi-purpose rooms for the community. This new community space on the site of the Les Enfants du Monde School will be shared by the school, the borough, and our community partners. The school will access the gyms during school hours, and the borough will have access on evenings and weekends. This shared use project will reduce costs associated with operating high-quality facilities and maximize their use. And the aim is to offer a new permanent home to the Walkley Community Center activities. Since Les Enfants du Monde Elementary School is only 600 meters from the current location and is close to Gilbert Layton Park, it's the ideal place to create a new community activity hub for families in the neighborhood. And I would really like to congratulate notre directrice de finances, Guylaine Gaudreau, et directrice de sport et loisirs, Sonia Gaudreau, for your excellent work and on this innovative deal. Bravo to both of you. And tonight I'm also excited that the council will be approving contracts for 2 brand new dog parks for our four-legged friends in George St. Pierre Park and Loyola Park. And these will have special spaces or divided spaces for the small dogs and the large dogs. And that will allow our furry friends to play in safety. And the number of families adopting dogs obviously has skyrocketed during COVID, and cats as well. And, you know, just like us humans, these animals need to exercise. And I'm proud that our borough is adding these 2 dog parks. And also today we start Black History Month. It's a time to honor the legacy of Black Canadians, past and present, and reflect on the many contributions that they've made to the community. And this year is especially poignant, of course, with the Black Lives Matter movement, and also another tragic shooting of a Black man by a police officer in our borough. And recently, we honored Roderick Rodney, a proud Jamaican and resident of Côte des Neiges, who saved the life of a stranger in distress on the Décarie Expressway. So I invite everyone to participate in the many events happening this month. And of course, COVID-19 sadly is still with us, and we're seeing more mutations of the virus. So even though it's difficult, it's lonely, it's boring, I remind everyone to please follow the guidelines, wash your hands, keep your distance, don't be gathering, respect the curfew, and that's the only way we're going to get out of this together. And if you are experiencing any kind of stress or anxiety, which I know a lot of people are, it's difficult, especially now in winter, I encourage you to seek the help if you need it. And it really helps to get outside, take in some fresh air. You know, the sun is, believe it or not, is getting warmer. And as long as you're dressed properly, it really does lift the spirits. Thank you. Alors, je passe la parole maintenant à Monsieur Perez. Merci, Madame la PS. J'aimerais faire écho de plusieurs de vos commentaires, des décisions qu'on prendra ce soir et celles qu'on vient de prendre cette semaine avec un conseil spécial, notamment pour la lutte contre la subdivision de logements. Je pense que, encore une fois, à travers le travail acharné que nous avons eu collectivement avec tous les élus, on peut justement faire face à cette problématique. Moi-même, dans mon district, au mois de décembre, il y a un immeuble complet qui avait reçu un avis
à tous ces locataires comme quoi ils voulaient les expulser, soi-disant pour faire des rénovations. Et puis justement, prenant contact avec plusieurs des résidents et avec une avocate qui va les défendre, grâce au règlement que nous avons déjà déposé antérieurement, ça va les aider justement à combattre ces accusations frivoleuses ainsi que contre la loi. Il y aura d'ailleurs une motion par mes collègues dans ce sens-là pour faire face à cette situation. Donc, encore une fois, j'aimerais particulièrement remercier les services d'avoir trouvé une solution à la problématique réglementaire qui avait été découverte lors d'une des lectures et on a pu trouver vraiment la volonté du Conseil tout en s'assurant que les citoyens qui veulent convertir des duplex en unifamilial ne sont pas pénalisés. Donc, merci. Like Mrs. Montgomery said, it's Black History Month starting today. It's an occasion for us to collectively to reflect on the rich history of the Black community, whether it be in our borough especially, but throughout the island of Montreal. And it's a time to reflect of the incredible accomplishments and contributions that the community has made to the growth of Montreal. So I encourage everybody, there's a lot of virtual events to be able to become aware of, and I encourage everybody to try and take notice of those and attend as many as possible. Il y a également une décision pour une ordonnance pour faciliter et les aider nos commerçants. Nous savons à quel point il est important d'aider les commerçants. Donc, on va pouvoir leur permettre de faire des abris temporaires ainsi que de mettre des enseignes dehors. C'est quelque chose qui n'est pas normalement permis. Ça va dans la continuité des différentes mesures que nous avons apportées pour aider les commerçants. Notamment, je rappelle également que lors du dernier conseil de ville, last week in our city council, a motion that I presented was adopted unanimously to ask the Quebec government to cap the fees for all the online delivery platforms, Uber Eats, DoorDash, Skip the Dishes, to 15%. It was adopted unanimously. I thank all my colleagues for having supported it. We also had a motion to be able to postpone the payments of our taxes that was adopted unanimously. Again, thank you to everybody and to the administration for giving suit to our request. Il y a également une autre motion qui a été adoptée cette semaine. There's another motion that was adopted this week on Wednesday, a special council that I had requested, and that's for the adoption of the International Holocaust Remembrance Alliance definition of anti-Semitism. This is the most widely understood and accepted definition of anti-Semitism. It took 30 countries, hundreds of experts, 14 years. It's been adopted by over 30 countries. We become the first borough to be able to adopt it in Montreal. I'm very proud to have spearheaded that efforts. I look forward to the current Projet Montréal administration following suit and adopting it at City Hall in a very short while. On that front, c'est tout pour moi, Madame la mairesse. Merci. Merci beaucoup. Je passe la parole maintenant à Monsieur Arsenault. Merci, Madame la mairesse. Bonsoir et bonne année à toutes et à tous. Avant de commencer sur les enjeux locaux, car beaucoup s'est passé depuis notre dernière séance régulière, je tiens d'abord à commémorer une ancienne conseillère municipale du district de Loyola, Mme Susan Clark. On l'a commémorée lors de la séance extraordinaire la semaine dernière, mais étant donné qu'il y a plus de monde ici, je voulais me répéter. Mme Clark qui est décédée il y a environ 2 semaines. Susan was a long-time public servant, working as both a school commissioner and more recently as the councillor for the Loyola district from 2009 to 2013. She held board positions with a whole slew of community organizations, including the NDG Community Council over the years, and the Christmas dinners that she organized with her husband and best friend, Paul Shubin, were the stuff of NDG legend. And so my heart goes out to Paul, their daughter Catherine, who's a friend, and their entire extended family for their loss. Le 10 décembre dernier, j'ai voté contre le budget de l'administration Plante.
et j'ai démissionné du caucus de Projet Montréal pour me siéger comme conseiller indépendant. J'ai pris cette décision difficile parce que je suis arrivé à la conclusion qu'il existe à la Ville de Montréal un déséquilibre fiscal fondamental qui centralise le pouvoir financier dans les mains de juste quelques hauts fonctionnaires et politiciens à la Ville-Centre, au détriment des arrondissements, incluant bien sûr le nôtre. Suite à mes travaux sur le budget, des travaux que j'ai entrepris après avoir constaté le manque d'intérêt de la mairesse d'arrondissement pour le dossier, j'ai constaté un manque de volonté politique à la Ville-Centre pour rectifier la situation. Je considère par ce fait même que la mairesse Plante a brisé la promesse que Projet Montréal a faite en 2017 aux électeurs et électrices de Côte-des-Neiges Notre-Dame-de-Grâce de corriger le sous-financement chronique de notre arrondissement. As such, from now until Election Day, I will be sitting as an independent member of council. Loyola has some experience with this. My priority going into election season will be to find and support credible candidates for borough and city mayor who promise evidence-based, detailed, and time-constrained solutions to the fiscal imbalance. As for other issues, I maintain the values that led me to work with Projet Montréal for over 8 years, as well as the fondness that I have for many of my project colleagues, and I will work in good faith with any and every member of council on issues of common concern. Ce travail non partisan a déjà commencé. Il y a moins d'une semaine, au Conseil municipal, j'ai appuyé la motion de notre collègue Rotran interpellant le gouvernement fédéral à décriminaliser la possession des drogues pour usage personnel. Le statu quo traite l'enjeu de la consommation personnelle comme un problème criminel et policier qui devrait être puni et judiciarisé. Or, de plus en plus d'évidences démontrent qu'on réduit les coûts, les méfaits et les préjudices envers les utilisateurs quand on considère la consommation comme étant un défi de santé publique. En plus d'être appuyé par des directions de santé publique à travers le Canada, incluant la nôtre, ainsi que les services de police des grandes villes canadiennes, incluant le nôtre, Montréal vient d'ajouter sa voix à celle de Vancouver et Toronto, entre autres, pour changer le paradigme dans notre approche à la consommation personnelle des drogues. J'ai été vraiment heureux que nous avions eu l'appui du caucus entier de Projet Montréal, la moitié du caucus d'Ensemble Montréal, incluant notre collègue Perez, et la plupart des élus indépendants aussi, incluant notre collègue Montgomery. Plus près de chez nous, nous avons des bonnes nouvelles à l'ordre du jour ce mois-ci aussi. Notamment, comme la mairesse a dit, nous annonçons une entente entre l'arrondissement et le centre de services scolaires pour le projet conjoint de Les Enfants du Monde, ce qui hébergera le centre Walkley pour un minimum des 30 prochaines années à venir. The Walkley Center has been without an adequate home for far too long, and the solution we have arrived at is quite possibly the first of its kind in terms of facility sharing agreements in Quebec. Alors, c'est de quoi être fier et je tiens à remercier nos services et surtout mesdames Sonia et Guylaine Gaudreau, les deux Gaudreau et leurs équipes pour leur travail dévoué sur ce dossier au cours des derniers mois. Nous avons aussi une aire d'exercice canine dans le parc Loyola qui est attendue depuis longtemps, qui, malgré un peu de confusion dans le cheminement du dossier, qui, j'espère, sera rectifié ce soir, sera fort apprécié par les propriétaires de chiens. I will end by wishing everyone a very great Black History Month, which begins today. I was happy to join the Black Theater Workshop on Saturday for their online vision gala and look forward to the digital programming for this year's Awareness Month. So thank you very much and have a good evening. Merci, monsieur. Oh, sinon, j'ai un point de privilège. Vous avez dit manque d'intérêt de la mairesse d'arrondissement. Je veux que vous retirez cette commentaire, s'il vous plaît. Ce n'est pas un point de privilège, Madame la mairesse. C'est un constat politique. C'est pas un jugement. C'est moi déclarant mon opinion, puis ça ne fait rien par rapport à votre intégrité. Alors, non, je ne retirerai pas. Merci, monsieur Rotran. Bonsoir tout le monde.
Premièrement, le 1er février, c'est le commencement de la mois d'histoire noire. Et pour moi, cette année, c'est un peu différent parce que pour la première fois dans les dernières 35 ans, je ne partage pas ce mois avec Dan Philippe, qui était président de la Ligue des Noirs du Québec, qui a son siège social dans mon district de Snowden et qui mène chaque année des événements dans Snowden, dans l'arrondissement et partout à Montréal. Et cette année, pour la première fois, je joins ma voix en solidarité avec le nouveau président de la Ligue des Noirs, M. Max Stanley Bazin. C'était un plaisir depuis quelques mois de collaborer avec Max Stanley et je suis certain cette année, comme dans le passé, la Ligue des Noirs va sensibiliser la population montréalaise, québécoise, de l'importance de la mois d'histoire noire, surtout l'histoire des esclavages, l'histoire des discriminations, soit institutionnelles et systémiques, et la grande lutte pour changer les choses. Donc, ça va être un grand plaisir d'être associé à cette geste de sensibilisation. But you know, Black History Month is more than just the efforts to alert the public to the history of Black people in Montreal, Quebec, and in Canada, and there are many contributions. It's also celebrated because the National Day of Grenada is coming up on the 7th of February, and the National Day of Montrealers who trace their origin to St. Lucia is coming up on the 22nd of February. All this to say the Black community in Montreal is very diverse. It's Anglophone, et Francophone, it's from the Caribbean, it's from Africa, it's from Canada as well, the United States. And as such, we need to cherish the diversity in the Black community as well as we do in the white community. I just want to let everyone know that diversity is a big theme in the month of February. At the behest of the Bangladeshi community, there is a motion tonight to reaffirm our borough's support for International Mother Language Day. 10 years ago, exactly, we adopted a motion to recognize International Mother Language Day, a day that's a holiday in Bangladesh, February 21, and a day that the Bangladeshi government and the Bangladeshi people convinced UNESCO to celebrate every year and to invite local administrations and states and provinces and national governments to adopt as well. It celebrates linguistic diversity and it celebrates multilingualism. It's a fundamental value of the Bangladeshi population. And I'll go into why when we come to the motion later. Aussi, un peu plus tard d'aujourd'hui, j'ai une motion pour dénoncer l'islamophobie. Une motion de soutenir la tuerie au Grand Mosque à Québec il y a 4 ans, où 6 personnes ont été tuées et beaucoup d'autres étaient blessés, mais aussi de prendre la demande de la Conseil national musulman du Canada pour le programme Carré Vert, Green Squares, pour inviter la population de prendre connaissance de l'islamophobie et de lutter contre ça comme on lutte contre toute forme de haine et intolérance. Last Thursday at a special Borough Council meeting, the 5 of us who were present for that voted a motion to adopt the definition of the International Holocaust Remembrance Alliance as our local definition to fight anti-Semitism. I want to say I appreciate the dozens of calls and emails that I've had from people who want the city of Montreal to adopt that citywide, and I'll be speaking down at City Hall about this to try to move this forward. Finally, 2 last points. City Council did unanimously adopt my motion urging Ottawa and Quebec to push back your federal and provincial taxes to September. It's up to the higher levels of the government to do this, but it's part of an effort that Mr. Perez did with municipal taxes to give people some breathing room at this difficult time of COVID. And finally, I join my voice to that of Sue Montgomery, Lionel Perez, and others. Be careful. We're far from through this. The lockdown continues to February 8th. There's still a curfew, which we need to respect, but all the health regulations have to be respected until people get vaccinated and we're safer. So counting on the population to work with us. Merci beaucoup. Merci. Madame Popiano. Merci beaucoup, Madame la mairesse. Donc, à mon tour, c'est de souligner effectivement qu'aujourd'hui débute le mois de l'histoire des Noirs et c'est le moment de reconnaître et d'apprécier surtout l'importante contribution de cette communauté à façonner Montréal d'aujourd'hui. And
I want to say I'm really very proud to live in the city that has taken on the not always easy task of addressing systemic racism. Last year, we put La Vie des Noirs compte on our streets and announced the Place des Montréalaises was paying tribute to Marie-Joseph Angélique. And I would like to take this opportunity to point out that the story of this Black woman, a slave, who was unjustly hanged, and let us understand the harsh and the incomprehensible reality of slavery in Montreal. Her suffering and the injustice she experienced have endured through the centuries. Now that the city has a commissioner to fight systemic racism, I'm sure we will move forward to implement the OCPM's recommendations so that every Montrealer can live in safety and dignity and succeed in our city. Donc, je profite aussi de l'occasion de souligner la célébration ce mois-ci de la nouvelle année asiatique et de transmettre mes meilleurs vœux aux communautés asiatiques. Cette année asiatique qui débute le 12 février sera sur le signe du bœuf. Et dans la culture chinoise, la culture asiatique, le bœuf est associé à un travailleur loyal et acharné. Et je pense que nous pouvons tous se laisser motiver par les caractéristiques de l'année, car non seulement nous devons tous travailler dur pour combattre le virus, mais nous devons aussi travailler dur pour une normalité qu'on espère qu'elle sera la meilleure pour tous. Ben voilà, dans cette normalité et de dur travail, je souhaite souligner l'adoption du règlement pour une métropole mixte qui marque un moment important phare de la ville de Montréal, puisque ce règlement assurera l'abordabilité de la métropole pour les générations futures, surtout que la métropole est frappée par une pandémie sans précédent et fait face à une crise de logement abordable. Et je remercie Madame la mairesse et mes collègues qui ont souligné aussi les enjeux qui sont en lien avec notre arrondissement. Et je sais, on a avancé un peu plus difficilement, mais le règlement pour la protection du parc locatif qui empêche la sous-division et l'agrandissement ainsi que les locations à long terme, vous avez entendu, donc j'espère que tous les groupes sont rassurés parce que j'ai été beaucoup interpellée. Ça va de bon train, nous sommes très fiers et merci au service, à la DOS, au directeur de l'arrondissement, mais aussi à mes collègues, on a travaillé coude à coude pour que ce règlement soit adopté et qu'il protège. Vous avez entendu aussi que M. Rotran et moi-même, on a déposé une motion pour corriger, pour demander au gouvernement du Québec de mettre à jour un article afin de corriger une distorsion. Je vous invite à nous écouter, ça va être très intéressant. Je souhaite aussi souligner le fait que la semaine dernière, le gouvernement du Canada, en collaboration avec le gouvernement du Québec, a annoncé une entente très importante concernant l'initiative pour la création rapide de logements. Donc, c'est une entente entre la Société canadienne d'hypothèques et logements et la Ville de Montréal. Et que dans le cadre de cette entente et d'une aide fédérale de 56,8 millions, il y a 12 projets qui vont être réalisés sur notre territoire, celle de Montréal. Et il y en a un projet qui a été retenu pour le district de Côte-des-Neiges, un projet magnifique qui a été porté à bout de bras par une femme absolument exceptionnelle. Je parle de Madame Vania Aguiar. Elle a cogné à toutes les portes. Je peux vous dire qu'elle n'a pas cogné. Elle a défoncé toutes les portes afin que son projet de la Fondation des Petits Rois pour la construction de la première maison intelligente destinée aux personnes présentant une déficience intellectuelle avec ou sans trouble de spectre de l'autisme voit le jour. Merci, merci de tout cœur, Madame Aguiar. Votre travail est extrêmement important. Mais aussi, je tiens à souligner qu'il y a cette année la journée de la persévérance scolaire parce que c'est important que nos jeunes soient à l'école, qu'ils continuent leurs études. Donc, comme je disais, cette journée de la persévérance scolaire invite tout le monde à prendre un moment en conclusion, pour reconnaître, oui, je finis, pour reconnaître la résilience et la capacité d'adapter. Prenez soin de vous. Joyeux Saint-Valentin, offrez votre amour à tous ceux qui en ont besoin, qui sont découragés, qui souffrent.
aux démunis dans un bel esprit de solidarité sociale. Merci beaucoup, Madame la mairesse. Merci. Monsieur McQueen? Alors, bonsoir et bonne année à tous. Alors, premièrement, moi aussi, j'aimerais mentionner que la situation COVID demeure très grave, même si on fait du progrès. Et la bonne nouvelle aujourd'hui à Montréal, seulement 363 nouveaux cas. Nous, on fait notre part pour les commerçants locaux, spécialement, qui ont été tellement affectés par la pandémie. Alors, 2 programmes d'aide au commerce local qui totalisent presque 100 millions de dollars. Et bien sûr, cette année, le gel des taxes pour tous les contribuables à Montréal et la baisse des taxes pour les petits commerces est maintenant juste annoncée dans les dernières semaines. La remise des dates butoirs pour le paiement des taxes de cette année à la fin de l'été et l'automne, où on espère que la pandémie va être terminée ou au moins les commerces locaux vont être retournés à normal. Secondly, of course, I'd like to add my voice to that of my colleagues underlining Black History Month, which starts tonight. Of course, the history of great Montrealers of African descent is a long list, going way back to one of the first, Matthew de Costa, who was a freed slave who worked a lot helping translate between the French and certain Native groups, did a lot to do work on Native reconciliation in our city. Through well-known Montrealers like Oscar Peterson, of course, for the great jazz years, right up to local organizations today, like Black Theater Workshop, my colleague Arsenal mentioned. I've been to their gala, their Martin Luther King Gala in February every year for the last 12 years or so, and I am going to miss it this year. Virtual is just not the same as being at their incredible live performances, music, theater, dance, all the great talents in the community. I'd also like to extend salutations to the Chinese community. Chinese New Year coming up February 12th. I think on the agenda tonight is a donation to the NDG Community Council. Of course, been involved for the last 3 years with organizing a festival in NDG. Of course, this year will have to be also a virtual festival. Good news on the agenda, as the mayoress mentioned, point 20.03, a dog park in Georges St. Pierre Park and in Loyola Park. I think with that, our coverage geographically of the NDG area is pretty good. There are more and more dogs, and I think the pandemic has accelerated that. People can be lonely. People are looking for companionship. So they've rescued dogs. They've sometimes rescued cats as well. And we have a good plan. It will also improve Georges St. Pierre Park. There's also money to repave some of the paths to make the park more friendly and safe for seniors, because of course the senior population down here in St. Raymond is large and getting larger. So that's good news. A few people have mentioned that they had hoped it would have been in Terry Fox Park. We looked at that. But one of the things is we wanted the dog park to definitely be for the local people of St. Raymond, knowing that some people will come by car from further with St. Jacques access there. That's unavoidable. But if we put it in Terry Fox Park, I think we would have tilted it a little too much to people coming by car from further, because all the local population would have had to cross busy St. Jacques Street to get there. Un autre item à l'autre jour, dont je suis particulièrement fier, notre aide à Cyclo Nord-Sud renouvelée pour une autre année. C'est, je crois, la 3e année qu'on aide cette organisation tellement bienveillante à mener des workshops dans le secteur Côte-des-Neiges avec des populations plus vulnérables sur comment acheter un vélo, maintenir un vélo, storing the bicycle in winter, all aspects of how to get both children and adults who perhaps have never rode bicycles before onto bikes, how to learn to ride in the parks. And once again, we're subsidizing them this year, and they're going to have a moving mechanics workshop on an electric bike. So look out for that in Côte-des-Neiges this year.
Last week, I was at the virtual annual assembly of Notre-Dame des Arts and La Semaine des Arts NDG, a joint organization now. And I really want to send out a warm thanks to all the volunteers who worked both for years, people like Paul Scriver, who started the organization and worked for a decade on it, and the new people who joined the board this year, young people in NDG who are taking an interest in culture at this difficult time when so much is shut down. And here's to hoping that by next summer, we're back to a real life NDG arts. Merci, Mr. McQueen. Finally, I want to say happy St. Valentine's Day to people and say that the NDG McQueen has cards for sale for St. Valentine's Day, a very worthy local organization. Thank you. Okay, please stick to the time limit. Thank you. On passe maintenant à 10.05, questions du public. Maître Reeves, vous allez lire les règles? Oui, tout à fait. La période est de 90 minutes. Tel que précisé dans l'invitation à la séance du Conseil, les citoyens ont eu l'opportunité de poser des questions ou donner des commentaires par écrit en remplissant le formulaire qui était prévu à cette fin jusqu'à midi aujourd'hui. 38 personnes nous ont soumis des questions et des commentaires. Nous avons remis aux élus et aux directeurs la liste des questions suivant l'ordre qui a été déterminé par tirage au sort en respectant l'alternance homme-femme. Un maximum de 3 questions ou commentaires peuvent être soumises sur un même sujet. Les autres questions qui portent sur le même sujet pourront être soumises à la fin de la période de questions si le temps le permet. Merci. Merci, Maître Reeves. So question period now from the public is, it lasts 90 minutes. And we have the questions that were sent in by people online. You had until noon today to do so. We will take 3 questions on any one topic, on the same topic, and then the extra ones go to the end of the line. And if there's more time at the end, we will take those questions as well. The questions are chosen by a random draw, and we alternate men and women. And with that, we will start. Just have to get the question. Okay. Number one is, sorry, number one is from Brian Lewis. How will the reduction in STM budget proposed by Lionel Perez affect the already overloaded 105 bus service? I guess I will give that to you, Mr. Perez, because that's your suggestion. Thank you. Thank you, Mr. Lewis. Thank you so much for the question. I think obviously there's some misunderstanding because if there's overcrowding, we should be in fact increasing service. You know, we're talking about a pandemic where everybody agrees that public transit is an essential service. But we also recognize that where there's 70% reduction in some lines and some schedule, then there has to be an eye put by the STM to review that matter and to make the best decisions in the interest of the STM, its users in the short term. So specifically, if 105 is in fact being overcrowded still during the pandemic, then I say we have to add buses because there are some lines that are unfortunately don't have the same problem. So I hope that clears it up, and I wish the STM would in fact listen to me as much as you and other people this evening believe, because we'd have much more efficient and effective public transit. Thank you so much. Thank you very much. Madam Mayor, I'd just like to add a little comment to that. If the Madam Mayor, it's a question to me. It's not a debate. If Mr. McQueen wants to ask a question. The 105 goes through my district, so I felt the need to mention that in 2014, the Coderre administration cut bus service, and the people of NDG were packed. Mr. McQueen. So, Mr. McQueen. That will not happen again. Mr. McQueen, when I ask you, when I say that you cannot comment, please listen to me. I'm chairing this. The rules will be applied equally to other. Yes, they will. When they want to come number in on 2 my is questions. Elaine Bander about leaf blowers.
At least once a week last summer and fall, while enjoying my garden on Hingston Avenue, I was forced to retreat indoors and shut my windows because a landscaper was using two-stroke leaf blower at a series of houses on Hampton Avenue. The unbearable noise went on for about 2 hours each time. Landscapers survived for many decades without them, but now claim that two-stroke leaf blowers are essential to their business models despite their dangerous noise and emission levels and the damage they inflict on flora and fauna. Rakes still work for those who want leaf-free lawns, but most gardeners know to let the leaves remain to feed the garden naturally. I am asking the borough to meet with landscapers who operate in CDNNDG to discuss ways to reduce their dependency on leaf blowers with the goal of eliminating the use of two-stroke leaf blowers so destructive to the peaceful, healthy environment of our neighborhood. So thank you very much, Ms. Bander. I agree with you. I find these leaf blowers extremely irritating. We tried to ban them or adopt a bylaw at the beginning of my mandate, but the legal department advised us it wasn't possible. I've looked at other municipalities such as Westmount, Beaconsfield, and the borough of Ville-Marie. They've only been able to ban them at certain times of the year, but not during the prime leaf blowing season. So that's not very helpful either. I think there's a lot of education that can be done about, you know, the usefulness of leaving leaves on our lawn to compost naturally. But if there is an issue with noise, you can certainly call 311 and complain about that. Thank you. Would you mind if I added just a little bit here? Ms. Bander, electric leaf blowers are now a viable alternative, and they're much, much quieter. My understanding is there is some jurisprudence now where some municipalities have obliged only electric models of leaf blowers. I've actually looked at this also with our services, and the problem isn't necessarily adopting the bylaw, it's enforcing the bylaw. But I think what you're saying is shared by a large number of citizens. I'm going to ask our next borough caucus to discuss what our options are, because I really feel that we do need a bylaw on this. Thank you. Number 3 is Chaim Fogel. What is the next step to end? Oh, that's not the question, sorry. Hello, my question is for Councillor Lionel Perez. I would like to thank you for having brought the International Holocaust Remembrance Alliance definition of anti-Semitism to last week's Borough Council meeting. That was an important statement, but it would be more important for Montreal City Council to adopt this definition for the whole city. Can you tell me what the next steps might be to bring this to City Council? Mr. Perez? Thank you, Madam Mayor. Thank you very much for the question and for the kind words, Mr. Vogel. As you highlighted, it is an important step. It's a recognition. It's the most widely recognized definition of anti-Semitism. I think I'm very proud of the fact that our borough is the first one to adopt it, and it's going to help with Holocaust awareness, with anti-Semitism education, and to be able to switch and change the way we can all be on the same page on how to define it. It's so important to be able to fight something. You have to first to really be able to define it. In terms of next steps, I look forward to the Mayor of Montreal, Madame Mayor Valerie Plante, to being able to adopt it at a City Council. I can tell you that I've had discussions with the Mayor's office since the month of January. I had a commitment to having it adopted in the January Council. Unfortunately, you know, they decided to go in a different direction. I can assure you that myself and others will continue to address this issue to make sure that we're the first metropolis in Canada to adopt it. Thank you. Thank you very much. Number 4 is Rachel Calloway. Why do you hate poor people? Thank you for that question, Madam Calloway, but I'm not sure quite what you mean, but I can assure you that this council, and I think I can speak for all my councillors when I say we do not hate poor people. We do a lot to help the more vulnerable people in our community.
in our borough, and you know, we support a lot of the community groups as well. So maybe you could ask your question a little bit more specifically next time. Madame Montgomery, oui. Le sujet de la question, c'était public transportation budget cuts. Okay, merci. So I think, I mean, I don't support cutting public transportation. I'm a big user of public transportation, and I think that despite COVID, we still need to provide the services for those people that use public transportation, who need it to get to work and to wherever it is they need to go. So I certainly don't feel that we hate poor people. Number 5 is Tamima Rosenstreich. Projet Montréal has a serious problem with concerns of the Jewish community. January 2020, Mayor Plante unable to support most widely accepted definition of anti-Semitism. Fall 2020, Kathy Wong does not deem a Jewish councillor to be part of Montreal's diversity and asks him not to run again. 2021, in January 2021, Mayor Plante refuses to answer a simple question from Councillor Arsenault on adopting IHRA. Number 2, Magda Popiano refuses to vote in favor of IHRA definition. Mayor Plante, the message you are sending to the Jewish community is heard loud and clear. No need to campaign for our votes. Mrs. Popiano, you said that to fight anti-Semitism, one needs to take concrete actions. So please list what you had done to fight anti-Semitism when responsible for diversity. Attending Jewish community events to make speeches does not qualify. And another question is to Mr. Perez. Congratulations on your leadership. Will you continue to press the Plante administration to adopt the IHRA definition? So, on va commencer avec Madame Popiano. Merci, Madame la Mairesse. Thank you, Ms. Rosenzweig. Thank you very much for your questions. I want to tell you my position have always been very clear, and my actions have favored the reciprocal and respectful understanding between the different communities in Montreal, and of course, the living together in peace. My objectives have always been to be open to the diversity and very respectful. Of course, we have a duty to remember the suffering of millions of victims of Holocaust and never again allow such hatred to exist in our communities. We have a duty to fight intolerance and hatred on a daily basis. I know Montreal, it's the 3rd city in the world with the most Holocaust survivors, and we are forever indebted to them. Montreal's Jewish community has shaped Montreal's resilient and a vibrant character. This contribution is expressed in all spheres of society, economically and politically, as well as culturally and social on an ongoing basis. I want to reaffirm my commitment and our administration committed to the Jewish community that we will fight firmly against racism and discrimination in Montreal. We are more determined than ever. In fact, for the first time in the history of the city of Montreal, we will be able to count on a commissioner for the fight against racism and systemic discrimination, whose mandate will be to implement structural and cross-cutting measures for a more just, egalitarian, and inclusive city. The definition presented to us raised questions from elected officials, even from Mr. Perez's party, and organizations, citizens, and we need to hear them. The Presidency Committee has taken up the issue and has begun its meeting on the definition. I understand the symbolic value and willingness to move his motion, but I believe it requires not partisan support to allow City Council to be united in a common position.
And in respect for all the people of CDNNDG, but also for all Montrealers, I want all of us to be united in a common position. I do not participate in the vote only to respect the process and the work that is being done. The Ms. Plante administration and myself, we wish to have a consensus and not to repeat the failure of the democratic debate in Calgary and Vancouver. Thank you again. Thank you, Madame Popiano. Monsieur Perez? Yes, thank you, Ms. Rosenzweig, for the question. As I alluded to earlier, I'm going to continue pressing the question. And I think we could see a perfect example with the response from Mrs. Popiano, why we need to press this administration. Let me just clear it up. She keeps repeating this. Everybody from Ensemble Montréal supports the IHRA definition. I don't know why they're trying to muddy the waters. If they don't believe me, let them bring the motion back to council to vote on it, and we'll see who votes for and who votes against it. In terms of its symbolic nature, it's a lot more than a symbolic nature, the IHRA definition. It's a concrete definition built by academics, endorsed by the UN, by the European Union, by the Organization of American States, by over 35 democracies, and by all local established Jewish community groups. So for it to say that it's symbolic is a misunderstanding of the importance of that definition. And lastly, it's to study the process, this so-called, the commission that the mayors gave this president's commission to study it. They think they can come up with their own definition. I would say that is paternalistic, condescending, and patronizing. It is not for the Plante administration to tell the Jewish community how to define anti-Semitism. They're the ones who have lived by it, and they're the ones who, in fact, are the ones who should be telling us how they want it to be defined. Thank you. Thank you, Mr. Perez. Number 6 is from Paul Olioff. How can you ensure with the reduction of service you're planning that people won't be forced into buses and metros with overcrowding, therefore increasing the likelihood the virus could spread? Mr. Perez, do you want to take this one? Sure. Also? Since Absolutely, thank you. I feel privileged to be able to answer so many questions this evening. Usually, I don't get a lot of questions. So it's my pleasure, Ms. Olive, to be able to answer your question. First of all, we're all in agreement that public transit is an essential service, especially during the pandemic. We also agree that we have to absolutely maintain the necessary public health directives. And we also agree that if there's a need, then we should in fact increase the need. But when the STM tells us that there's a 70% drop in ridership, then I think on a short-term basis, while maintaining essential services, we have to look at the options. And that's what the STM should be doing, just like Quebec City, Toronto, and other cities have done. No one is talking about slashing. In fact, everybody's talking about seeing how we can better ensure the financial viability of the STM. That's what we're talking about. And yes, we have to protect our users and to make sure that there's enough space. Thank you. Thank you very much. Numéro 7, Lynn Bonneau. À plusieurs reprises, ma vie a été mise en danger à l'intersection d'Essel et Côte-des-Neiges à cause de conducteurs venant du sud et tournant sur Dessel sur un feu rouge. Les intersections du chemin de la Côte-des-Neiges, de Redwood à Queen Mary, sont un danger pour les piétons les plus prudents. Lors d'une récente rencontre publique avec mon élue, Mme Popiano, j'ai appris que des conducteurs enfreignent allègrement la signalisation routière lorsqu'ils se déplacent en voiture sur Dessel en direction du complexe Rock Hill. Malgré 3 panneaux de signalisation prescrivant des virages vers le sud ou le nord, des conducteurs passent tout droit pour entrer au Rock Hill. On ne peut plus attendre les grands travaux. Je vous demande de considérer l'allongement du terre-plein pour bloquer les véhicules venant de Dessel. De plus,
Quand le SPVM décernera-t-il des contraventions afin de faire cesser ces infractions que les résidents du Rock-Hill avouent de manière aussi cavalière? Merci beaucoup, Madame Bono. Madame Popiano, voulez-vous prendre Oui, merci beaucoup, Madame la mairesse, et merci, Madame Bono, pour vos préoccupations que je partage totalement. Donc, c'est pour cette raison que j'ai demandé depuis des années, en réalité, d'effectuer une étude afin de sécuriser l'intersection de Selle et Côte-des-Neiges. Une intersection extrêmement dangereuse pour les piétons. Vous avez vu des automobilistes aussi qui ne respectent pas les règles de circulation, la signalisation, donc ils enfreignent. On s'entend que nous ne pouvons pas, dans toutes les intersections qui sont mal conçues, mettre un service policier pour les punir. Donc, la solution, c'est de donner un contrat de service professionnel à une compagnie qui va regarder l'intersection dans son ensemble, sécuriser les traversées piétonnes, corriger la distorsion d'un U-turn qui est trop loin et qui ramène de trafic. Donc, une analyse technique est absolument nécessaire. D'ailleurs, on a au point 30.01 à l'ordre du jour d'aujourd'hui une proposition dans ce sens-là. On va laisser les services techniques d'analyser la meilleure façon de sécuriser la traversée piétonne, autant du côté de l'entrée charretière en Rock-Hill que du côté nord-sud, la traversée de Côte-des-Neiges. Et aussi, on a ce qui est très intéressant aussi au point 20.04, donc une entente cadre, l'extension d'une entente cadre pour des services professionnels justement dans ce sens. Donc, on attend depuis des années, je crois qu'on doit aller de l'avant. Merci encore pour votre question. Merci. Numéro 8, c'est la troisième question sur le service de transport collectif de M. Pierre Roguet. Bonjour, j'ai pu récemment prendre connaissance de la proposition de M. Lionel Pérez voulant que le service par bus ou par transport collectif soit réduit. Dans notre arrondissement, le service de transport collectif est très désuet déjà et l'on observe que les capacités des autobus reliant l'est de la ville aux stations de métro sont au maximum malgré les circonstances actuelles. Pourriez-vous rappeler aux citoyens quelle est l'importance d'assurer un service de transport en commun efficace et rappeler à M. Pérez que les travailleurs qui comblent les bus en ce moment sont ceux qui travaillent dans les secteurs de première ligne et qui sont les gens les moins bien nantis et les plus essentiels à notre confort et au sien, ce qui justifie amplement de bonifier massivement le service. Monsieur Pérez, voulez-vous? Oui, merci Monsieur Roguet. J'ai eu la chance de pouvoir répondre à la question en anglais et puis vous me donnez l'opportunité d'en discuter en français, donc merci beaucoup. Tout le monde, tous les élus à Montréal reconnaissent que le transport en commun est essentiel, particulièrement en temps de pandémie. Tout le monde veut s'assurer que les heures et les plages soient maintenues. Mais il faut également s'assurer de donner aux besoins lorsque la STM nous informe qu'il y a une baisse d'achalandage de 70%. Donc, tout en respectant les directives de la santé publique, tout en s'assurant qu'il y a assez d'autobus pour pouvoir justement assurer la distanciation sociale, on se doit à la STM d'avoir une réflexion sur des modalités, des ajustements à court terme. C'est dans ce sens-là que c'est une façon responsable, de la même façon que ça a été fait à la ville de Québec, que ça a été fait à Toronto, ainsi que d'autres villes. Mais éventuellement, c'est certain qu'on veut non seulement maintenir, mais augmenter afin de s'assurer qu'il y a effectivement encore plus d'usage du transport en commun. Merci bien. Merci beaucoup. Numéro 9, Lina Medeiros. Le sujet, c'est Belgrave. Je comprends qu'il y a un projet immobilier à cet endroit. Comment justifiez-vous l'acceptation d'un projet qui nuit à la vie de quartier, amène une congestion au niveau des stationnements, déjà en rareté, et enlève la lumière sur certains immeubles? Comment expliquez-vous l'acceptation d'un tel projet sur une rue familiale et déjà à pleine capacité en termes de stationnement? Et comment expliquer le blocage de lumière sur les immeubles voisins?
Merci beaucoup, Madame Medeiros, de cette question. Alors, le comité de démolition a donné un avis favorable à ce projet, mais nous sommes loin il reste beaucoup d'étapes avant de la réalisation de ce projet. Alors, comme mairesse, je vais suivre ce projet de très près et alors j'écoute toutes les préoccupations des résidents. Mais dans notre arrondissement, on a besoin de logements abordables et on a besoin de la diversité dans le logement aussi. De ma part, Madame la mairesse, j'aimerais... Oui, allez-y. Oui, alors je suis d'accord avec vous sur l'aspect ombre spécialement. C'est clair que le développement de Maisonneuve et Hampton, celui-là est très problématique pour l'ombre qu'il jette sur son voisin sur Hampton, le premier voisin, et spécialement les voisins derrière sur Belgrave. I think everybody on this council would agree if you had a house, you bought a house with a backyard and, you know, with a certain building of a certain size there, and this is the back of the lot, right? Not across the street, the back behind the lane, and suddenly a much higher building was going up across that lane, blocking light to your backyard, even on December 21st, to your back windows, that you would oppose this. All of us here would oppose it. So I think there's been the size of the project on Hampton Street and de Maisonneuve must be shrunk. It can be big right at de Maisonneuve, but it must shrink, especially at the back. Alors, c'est ma position absolue sur ça et j'essaie de convaincre les autres collègues ici. Je pense que le CCU a eu le message un peu parce que j'étais à l'audition sur la démolition. Mais si ça vient à ce conseil et c'est encore très élevé en arrière, j'attends de l'ombre sur les voisins, je vote contre, c'est sûr. Et je suis pour le développement en général. C'est pas que je suis contre les logements. D'autres projets sur de Maisonneuve, c'est correct, même ici, mais pas de l'ombre sur les voisins. Merci. Merci. Numéro 10. Almost a year ago to this day, Mr. Arsenault, almost 1 year ago to this day, you spoke before Borough Council to offer full-throated support with Mayor Plante's decision to evict Sue Montgomery from their caucus for refusing to fire her Chief of Staff, Annalisa Harris. This was all the more shocking considering you had initially suggested to Mayor Montgomery that she hire Ms. Harris, a colleague of yours from your days as an active member of the Federal Liberal Party. Now we have a ruling from the Quebec Superior Court that clearly shows Mayor Montgomery had absolutely no grounds on which to fire Ms. Harris. As you have not been responsive, I must often go to Ms. Harris for help, and she is also prompt, polite, and professional. You have shown yourself capable of changing your mind, as recently evidenced by your decision to quit the Projet Montréal caucus over the latest budget, despite voting for bad budgets for years beforehand. Will you now admit you were wrong and apologize to Ms. Harris? Mr. Arsenault? Thank you, Madam Mayor. Thank you for your question, Mr. Taylor. I would encourage you to actually read the ruling, for starters, which was spun by Ms. Montgomery as an unconditional win, when in fact the judge did not actually rule on the harassment file itself. Moreover, the judge noted that the mayor herself poured fuel on the fire throughout the whole saga, which is a major reason why she will be defending herself before the Quebec Municipal Commission for ethics violations. Which brings me to the main point, a point that I have stated for a while, consistently, which is that the problem at the end of the day is not Ms. Harris. She does what the mayor orders her to do, which is the chief of staff's job. The problem is the mayor and the way she treats people she doesn't like. Thank you. Number 11. Oh, that's another public transit, so we won't talk about that one. Number 12. Excuse me for interrupting. Number 11 has no name on it. It should not have been accepted. Our bylaw obliges people asking questions to identify themselves. So with the gratification,
est-ce que Maître Reeves peut noter ça dans l'avenir, assurer que les questions anonymes ne sont pas inscrites au liste? Oui, c'est noté. Merci. Thanks for pointing that out, Mr. Autran. Number 12 is from A. Klein. Does it matter s'il n'y a pas de prénom, Maître Reeves? D'après moi, il n'y a pas de problème s'il n'y a pas de prénom. Okay. Parfait. Mrs. Magda Popiano, I am shocked that as the former executive committee responsible for diversity, I think there's a word missing. I am shocked that as the former executive committee member responsible for diversity, you have failed miserably on this vote, and it also speaks volumes about the plant administration position on this issue. I was deeply disturbed that you decided to not vote on the adoption of the IHRA definition of anti-Semitism. I consider it to be a cowardly way of avoiding to be on the record of your true feelings and position on the issue. If you're against it, simply vote against, but don't use as a pretext that you want to respect a so-called process that no one knows about. Will you be honest and transparent and clearly state your personal position on the IHRA definition? Are you for or against? And a follow-up question to Mr. McQueen, kudos. Thank you for voting in favor for the IHRA anti-Semitism definition and not following the party line. Will you become a voice of reason on this issue within the Projet Montréal party and advocate for its adoption at City Council? So we'll start with Madame Popiano. C'est à vous. Merci, Madame la Mairesse. Thank you, Mr. Klein, for your question. So I will be honest and transparent and clearly concerning the issue of the definition of anti-Semitism that we debated the last extraordinary Borough Council meeting. This definition raised many questions within civil society, as I responded previously. We want to take the time to have this conversation within groups and citizens. This is why the Presidency Committee has taken up the issue. Out of respect for the process that is currently underway, I abstained from commenting on the definition in the Borough Council. My wish is that the City Council be united around a common position to give itself the means to fight anti-Semitism. I will follow the dossier closely, and I'm convinced that my colleagues and the Presidency Commission from all parties will treat this mandate with all the attention it deserves. All Montrealers should feel included, represented, and safe in the city. I thank you very much for your question, sir. Thank you very much. Mr. McQueen? Yes, thank you for the question. This vote in Borough Council is the first time I have voted on it, and I voted my conscience on what I understood the declaration to be. My understanding of the process at City Hall is not the same as Mr. Perez, my understanding of what happened in the past, and I'm now waiting to see what is going to happen. And we will decide at City Council if it even comes to a vote before City Council if it's not blocked by a committee. So I'm not sure what the process is, and I'm still trying to clarify that. Okay, merci. Numéro 13, c'est aussi sur transport en commune. Number 14, Daniel Lambert. On Wednesday, December 30th, a 68-year-old pedestrian was seriously injured by a driver while crossing Sherbrooke Street at Gray. 2 pharmacies are located diagonally opposite at that intersection, so pedestrians, especially vulnerable seniors, frequently cross there. Because Gray above Sherbrooke is offset from Gray below Sherbrooke, crossing Sherbrooke is confusing for both pedestrians and drivers. The current pedestrian lights contribute to the confusion. Pedestrians are frequently unsure when they can cross safely. We ask that the city install
four-way pedestrian lights to eliminate the risk to pedestrians from drivers. There are already four-way pedestrian lights at the 4 adjacent intersections east of Gray. So for consistency, Gray should also have four-way pedestrian lights. Note that pedestrian compliance with four-way pedestrian lights at busy intersections in NDG and Westmount is high. Sorry, I'm getting texts at the same time from my brother who just became a grandfather, so I'm a bit trying to contain my excitement about that. And Mazel tov. Mazel tov. It's a huge baby. They sent a photo. Anyway, yes, thank you, Mr. Lambert, for your question. I know this intersection very well. I cross it often because I live very close to that, and it is very confusing. So I will ask our traffic people, even though Sherbrooke is controlled by the city, that we have the four-way pedestrian crossing lights, because right now I think it's just going north-south and not east-west. So I don't know if that can be done. Monsieur Plante, est-ce que vous êtes là? Est-ce qu'on peut regarder si on peut arranger des feux ou pour les piétons? Monsieur Boutin, peut-être, j'excuse. Ben, ce qu'on pourrait... Ah, ben, OK, vas-y, Pierre. Vas-y. Oui. Dans les faits, oui, vous avez raison, Mme Montgomery, ça relève de la ville-centre. Tous les feux de circulation, d'ailleurs, la programmation relève de la ville-centre. On va souligner ou soulever, dans le fond, la dynamique présente là, qui est relevée par le citoyen. On comprend que les autres feux se trouvent à Westmount, parce qu'à l'est de Gray, je présume que c'est 4 feux de circulation qui sont dans Westmount. Ah oui? Non, je pense... Sur Sherbrooke, à l'est? À l'est, oui. De Gray, ça doit être dans Westmount. Ça commence à Clermont, oui. Donc, dans le fond, mais on va vérifier, on va en faire état à la ville-centre dans les faits, puis on va voir s'il y a quelque chose qui peut être fait. Oui. Vous permettez, on va juste clarifier, parce que j'ai l'impression que ce qui est demandé, c'est un 4 feux rouges, là, aux 4 intersections. Oui, c'est ça. Alors, ça n'a pas nécessairement d'impact sur les autres feux de circulation, mais en tout cas, on va regarder comme il faut, puis on va s'assurer de faire la demande. Pour un feu, juste pour les c'est ça, un feu piéton. Oui, exactement. Mais c'est très confusant parce que lorsqu'il est rouge, pour est-ouest, c'est permis pour traverser nord-sud. Voilà. On va regarder ça avec les bureaux. Parfait. Merci. Thank you, Mr. Lambert. Number 5 is Nora Benkorich. Projet de condo sur Belgrave et Hampton. Comment 2 projets de condos de 5 étages, si l'on compte le sous-sol et la mezzanine, peuvent être autorisés dans des rues résidentielles constituées, à quelques exceptions, de duplex? La plomberie Sutton fait 2 étages. Sur le plan architectural, ces projets ne devraient pas dépasser 2 étages. La tôle métallique blanche de la mezzanine est inappropriée à notre environnement architectural où tout est en briques. Par ailleurs, ces rues résidentielles sont habitées par des familles et la majorité des unités locatives seront des petits logements. Si ce projet voit le jour en l'état, cela va profondément bouleverser la vie de quartier. Il devrait y avoir une majorité d'unités familiales. Enfin, il n'y a pas assez d'espace de stationnement. C'est déjà l'enfer pour se garer et nous n'avons qu'une voiture dont nous nous passerions si nous avions un système de transport en commun digne de ce nom. Pour toutes ces raisons, je m'oppose vigoureusement à ces projets. Merci, Madame Benkorich. Comme j'ai dit tantôt, je suis ce projet de très près et j'écoute toutes les préoccupations des résidents dans le coin. Mais la réalité, c'est qu'on a besoin de logements dans notre arrondissement. On a besoin de logements abordables et on a besoin de logements divers. Alors, mais
comme j'ai dit, il y a plusieurs étapes qu'on doit on dit ça, Passer. oui, passer pour, merci monsieur. Oui. Il y a plusieurs étapes qu'on doit passer avant que ce projet se réalise. Alors, n'inquiète pas, on va écouter les résidents pour ce projet. Mais la comité de démolition a approuvé ce projet, mais il y a toujours une façon de changer les plans. Madame la mairesse, je suis très content Oui. que vous exprimez ces inquiétudes et que vous surveillez le dossier. Alors, merci beaucoup. Les résidents sont concernés. Je veux juste dire aux résidents, ces zones résidentielles, ils ont le droit clairement de construire résidentiel là. Alors, il n'y a pas de question d'arrêter le projet complètement. C'est même des projets de plein droit, mais il faut focuser sur certains éléments et vous avez bien focusé, Madame Laura. Alors, moi aussi, je suis d'accord. Pas de sous-sol, tout stationnement, pas d'appartement, unité dans le sous-sol. Je suis d'accord avec ça. J'ai déjà parlé à la dernière question, moins d'hommes sur les voisins. Ça, c'est absolument inacceptable. Alors, les projets doivent être mis un peu plus petits. Le comité d'urbanisme, le CCU, doit faire son travail. Le problème, c'est que le promoteur pousse toujours pour un petit peu plus et il faut résister à cette poussée. Merci. Merci, M. McQueen. Alors, numéro 16, c'est de M. Lavie, mais c'est la 4e question sur IHRA. On passe maintenant à numéro 17 de Catherine Aiken. My name is Catherine Aiken. I am a member of CDNNDG and the Coalition for Green and Quiet Neighborhoods, an NDG Côte-des-Neiges citizens group that is educating the public about the benefits of leaves. We are concerned about the use of leaf blowers in our borough as they contribute to climate change, pollute the environment, and are harmful to human, animal, and ecosystem health. I live on Hampton, and one of my distinct memories of the fall of 2020 was the eardrum shattering roar of leaf blowers in the tennis courts across the street from my home. I remember one specific time when an employee of the borough, presumably, was blowing leaves off the courts for 2 days in a row for about 2 hours each day. I had to close my windows on a beautiful day. Did you know that the noise from gas leaf blowers can lead to progressive hearing loss? Would the council be open to enforcing other ways of removing leaves from the public spaces like a rake? So thank you very much, Ms. Aiken. As you know, we've been talking about this with each other on Facebook, and I too am not a fan of leaf blowers. And we can certainly look at what's happening at the tennis courts. As Mr. Rochon mentioned earlier, maybe we could look at electric or battery run leaf blowers, although that doesn't help, with the particles in the air and so on. So it doesn't help people with asthma or other respiratory problems. Obviously, the leaves need to be taken off the tennis courts, but we can certainly look at that, and maybe we could be an example in terms of not like going back to the old-fashioned rake. So thank you for that. Number 18 is André Livenu. I think that's, est-ce que ça c'est le 3e sur ce développement? Oui, tout à fait. Okay. I have serious concerns regarding the redevelopment of the 2 old Sutton plumbing buildings on de Maisonneuve. What will you do to decrease the density of the proposed buildings and avoid further increased pressure on street parking on Hampton and surrounding streets?
what will you do to avoid shading onto surrounding existing houses and yards? So thank you for this question. And as I said earlier, we still have a lot of steps to go through for this project. The demolition committee, in order for a demolition to happen, so Sutton, there has to be a project presented to the demolition committee that will, replace it. So the demolition committee, approved this project, but that doesn't mean that that's the project, that will be the end project. So I'm listening to the residents. I will follow the process very closely, and we'll see how it goes. But like I said, we're at the very beginning of the process, so no need to panic right now. I'd just like to add, Madam Mayor, for the knowledge of the questioner and for everybody else who's listening out there, it's very important that somebody challenge the decision. You can go into appeal on the decision of the demolition committee, and then it will come to a vote in council. So I said that to folks when I was there at the hearing, but I'm saying it to you again. Make sure somebody writes in a formal opposition or a request for a review of the decision so that a vote can come to Borough Council. Thank you. Number 19 is from Ms. Donna Gibbons. Is it possible to get a small dog park in Benny Park? Well, Ms. Gibbons, we have good news tonight in council. We will have a dog park in Loyola and one in Georges St-Pierre Parks. It seems that the dogs are very popular now with COVID. So, we'll see down the line, but tonight we're voting for two, one in Loyola and one in Georges St-Pierre. Mr. Arsenault? Yes, thank you for the question, Ms. Gibbons. I already responded to you online, but I just wanted to provide the answer for everyone listening. My understanding is that we've looked at the possibility a number of times over the years. The borough has looked at the possibility of putting in a dog run in Benny Park, but the park is already so full of different facilities that it would essentially be impossible to do. A few folks have suggested the Cavendish side of the park. Just my 2 cents, I think that would be a horrible location. It would be really unpleasant. And I'm not even sure that we could do it with the current configuration of the park anyway. I'll let our civil servants complement the answer or correct me if I'm wrong, but my understanding is that it's already been looked at and we just determined that this is one of those parks where it wouldn't be able to happen. That being said, as the mayor said, we've got a new one coming in Loyola. We've got an existing one in Trentham. It's just a few blocks away. So hope that'll be enough for you. Thanks. Thank you. Number 20 is from Mr. Gilles Chesson. I'm curious to see who would vote against a progressive effort to clean up corruption. We've had corrupt mayors and suicidal bureaucrats on this issue, and I want to know why ISO 3701 would be blocked. This is one of my big election issues. Thank you, Mr. Chesson. Mine too. I hired consultants to look at our borough, and while overall things are fine, there are still some weak areas that the ISO 3701 would address. And I think the biggest thing about getting this would be the confidence of the residents of the borough in the administration of the borough, to have this internationally recognized certification of anti-corruption. And I think it's something that our residents would like, and I think it's something that they deserve. So I will be, of course, voting for it tonight, as I think my colleague, Mr. Perez, will. And we'll see where the rest of the councillors weigh in on it. Françoise Caron. C'est au sujet du parc Trenholmes. Les jeux pour adultes ont été remis en fonction en 2020.
Grand merci à M. Arsenault pour le remboursement de mes dépenses. Mais un seul des 6 lampadaires fonctionne. Selon la direction des services administratifs et du greffe, les lampadaires vétustes doivent être examinés, les équipes débordées s'affairent suivant les priorités. Est-il possible d'y voir pour la sécurité de l'endroit et le jeu en soirée? Alternativement, et si le coût de réparation est prohibitif, les guirlandes de lumière pour rendre l'endroit encore plus magique. Et est-il possible d'obtenir du gravier nivelé et compacté pour le jeu de croquet? Plusieurs surfaces sont dégarnies et donc souvent boueuses. Après tout le travail investi à sa remise en état et considérant le grand usage qui en a été fait, il vaudrait la peine d'assurer ce minimum d'entretien. L'aire d'exercice canin est vraiment en manque de gravier. Des gens s'enfargent sur les racines d'arbres et lorsqu'il pleut, l'air devient une piscine de boue. NB, pas de sable, s'il vous plaît. Merci beaucoup, Madame Caron, et j'aimerais vous remercier pour tout votre travail dans ce parc. C'était, j'ai vu sur Facebook, il y a des gens qui apprécient beaucoup. Pour plusieurs de vos questions, vous pouvez appeler 311 pour lampadaire, des choses comme ça. Et, mais on a d'argent cette année pour les parcs, pour entretien des parcs. Et maintenant que... Alors, il y a plusieurs de gens qui utilisent nos parcs actuellement à cause de COVID. J'aimerais qu'on fait beaucoup plus de travail là-dessus. Monsieur Arsenault? Merci infiniment pour la question, Madame Caron, et encore une fois pour votre dévouement, surtout depuis l'année dernière. Vous avez vraiment contribué à faire de l'espace du côté ouest du parc. Vous avez utilisé le bon mot, c'est devenu encore plus magique. Et imaginez ce qu'on pourrait faire si on remet en bon état les lumières. Alors, on a réussi à faire certaines choses en 2020. Je ne sais pas pour les lumières parce que souvent c'est très coûteux, mais j'ai aucun doute que nous allons réussir à faire encore plus en 2021. Si vous voulez, on peut prendre quelques moments cette semaine pour discuter des différentes possibilités. Alors, encore une fois, merci, merci, merci. Il y a tellement de monde qui ont apprécié ce que vous avez fait l'année dernière, puis j'ai hâte de le revoir en action. Merci. Merci. Alors, numéro 22, c'est encore sur Belgrave, c'est la 4e. Numéro 23, Lisa Guardhouse. Councillor Arsenault, at the October 5th, 2020 Borough Council meeting, you admitted that Coffey Park was in a state of disrepair. You promoted the construction of much needed and long awaited basketball court at the park to benefit the West Haven Center and said this was a golden opportunity to reach out and consult the community about the state of the park. Instead of improvements to the park, the area where the basketball court is to be built was rendered totally inaccessible in the fall because of construction, and again this winter because of a fence. This deprives local children of 1/3 of the park's tobogganing hill for no reason, especially during these COVID winter months when outdoor time is paramount. To this point, I have never been consulted, nor have my many neighbors. Will you commit to taking down this useless fencing and consulting with locals on how to actually improve the park for the benefit of the many young children residing in our neighborhood? Mr. Thank you for the question, Mrs. Guardhouse. There were some consultations that were done, although clearly not communicated to everyone, I think. And so consider that a lesson learned. The borough engaged in a partnership with Concordia's Faculty of Urban Planning to survey park users
on what they'd like to see in the park and what they imagined would be possible for the park. And while some facilities certainly are in poor shape, like the chalet, for example, which we will be replacing, there are others that are in pretty good working order. So you know, it's a mixed bag, and we have received feedback from the community. Of course, we always welcome more. This is something that I've harped on about pretty much nonstop for the past 3 years, especially as we did our local parks consultations. As for the situation with the fence this winter, let us look into it. I'll check in with our services. I don't know if they have anything to add to this answer tonight, but at the very least, we'll be able to follow up tomorrow, and we'll see what we can do. Thanks again for the question and for your involvement. Thank you. Monsieur Plante? Maybe just to mention that the fence will be removed in about a month. It was basically there because of the construction we're making, but it's going to leave in about a month. OK, merci. 24, Neil Mukherjee. Considering the city auditor general is an intricate part of the city's overall internal control strategy, considering the city's past history when it comes to poor governance, considering the recent declaration by the city auditor general, Michelle Galipeau, who is unable to fulfill her mandate due to the city's inability to provide proper financial information, isn't it time we implement a standard like ISO 37001 in our borough and across the city to begin restoring trust in our institutions? The answer is yes, as far as I'm concerned, Mr. Mukherjee. Thank you for that question and your interest in the administration. This is why I asked a consultant to take a look at an ISO 37001 consultant to take a look at our borough. And, you know, he praised all the bureaucrats for their cooperation and, you know, providing all the documents that they were asked for. I think it's important not only for transparency, to reassure our residents, but I think it's also helpful for the bureaucrats working in our borough, you know, because our borough has kind of had that reputation from the past, from Mayor Applebaum. And, you know, I think this would be a helpful way to, you know, start with a clean slate and to reassure people that things are running as they should be. So I will be supporting it tonight. And like I said earlier, I don't know where my colleagues are on this, but I know that Mr. Perez did in October 2018, I believe, table a motion at City Council, which, you know, what didn't pass. So we'll stay tuned later for the vote on ISO 3700. Number 25 is Mitra Mirzazadeh. C'est sur le respect de la vitesse permise sur la rue Earnscliffe. Depuis 2004, on fait les démarches, plusieurs va-et-vient et des lettres, et finalement en 2014, le mois de mars, après notre dernière apparition en bloc des voisins, on a eu des dos d'âne mal mis avec les hauteurs irréguliers sans les 2 bâtons pour limiter la vitesse. On a un détecteur de vitesse solaire qui ne fonctionne pas souvent car c'est trop bas et dans un endroit non ensoleillé. Entre l'intersection Snowdon et le chemin de la Côte-Saint-Luc, sur Earnscliffe, il y a un seul panneau d'affichage à peine lisible pour rappeler limite de vitesse. Il y a 2 garderies en milieu familial, rien que dans cette partie, et 3 grandes garderies dans l'intersection. Depuis 2004, on a demandé des modifications, on est en 2021. Quand est-ce que M. Rotran va intervenir efficacement? Il faut un accident mortel pour ça? Le fait qu'il y ait des bus qui passent sur notre rue justifie rien, car il y a des autres rues qui sont sur le trajectoire des bus, mais avec les mesures de sécurité efficaces. Merci pour la question, Madame Mirzazadeh.
Premièrement, vous avez raison, il y a des dos dents sur votre pâté maison de avenue Earnscliffe entre Snowden et Côte-Saint-Loup qui sont là depuis au moins 8 ou 9 ans. Et nous avons les inspectés suite à une plainte que je pense que vous avez déposée il y a 7 ans et c'était conforme à les spécifications pour des dos dents. Aussi, nous avons installé un détecteur à vitesse qui est solaire. L'arrondissement était notifié qu'on avait des problèmes avec ces détecteurs, pas seulement sur votre pâté maison, mais ailleurs. Nous avons les remplacés ou changés sur base régulière. Troisièmement, votre pâté maison est l'objet de surveillance policière radar sur une base relativement régulière. Concernant l'autobus, c'est utilisé par les gens qui habitent dans le quartier. Le STM qui a reçu des demandes de quelques personnes il y a quelques années pour retirer l'autobus 63 était capable de démontrer qu'il y a utilisation des gens qui habitent dans le quartier qui ne veulent pas que l'autobus disparaisse de leur Earnscliffe. Également, je dois dire, l'autobus ralentit la circulation, mais le 63 vient seulement une fois chaque 30 minutes. Donc, l'inconvénient sur les nuisances d'avoir cet autobus, c'est moindre que le bénéfice pour les gens du quartier. Je ne suis pas au courant d'un problème de vitesse. Je vais avertir sur la police de votre plainte, et j'aimerais demander à M. Plante si nous avons reçu des plaintes dernièrement concernant l'avenue Earnscliffe au sud de Snowden. Je ne suis pas au courant de tout. Merci. Monsieur Plante? Oui, alors, non, écoutez, on n'a pas reçu de plainte dernièrement concernant la Earnscliffe. Okay. Merci. Alors, 26, c'est sur IHRA, je crois. On a déjà 3 questions là-dessus. 27 is from Sandrine Campo. As a business owner on Sherbrooke Street and a resident of NDG, I have noticed an increase in graffiti on buildings near my shop in the last 6 months. Furthermore, there is a lack of garbage cans between Marcel and Wilson, which seems to encourage people to throw garbage on the street. A key indicator is the nonstop overflowing garbage at the corner of Wilson and Sherbrooke. The overall appeal, cleanliness, and presence of greenery on Sherbrooke has much to be desired. Many have noticed, and it's upsetting to those who invest significant time and money for the upkeep of their business. I have brought this up numerous times on social media and through this forum, but have yet to receive an official answer or any indication of a plan from the borough to address this. There is more to NDG than Monkland. Why is Sherbrooke Street often neglected? What is the borough's plan to improve the appeal of Sherbrooke and in turn its commercial appeal? Thank you, Ms. Campo. I know it's very frustrating. We've had this discussion many times. We can see if we can get more garbage cans on the poles, the smaller ones. And in terms of the graffiti, I've noticed it as well. I'm hoping that with the curfew, there should be less. But of course, it's up to businesses that I believe, and maybe Mr. Plante can correct me on this, but I think it's the businesses' responsibility to remove the graffiti. C'est ça, Monsieur Plante? C'est le responsabilité des commerces. C'est ça, mais on a quand même un programme là, pour aider les commerçants. Alors, en appelant au 311, on peut facilement avoir les informations. Et si vous permettez, on va quand même demander également à notre commissaire au développement économique qui pourrait entrer en communication avec madame au cours des prochains jours pour voir comment est-ce qu'on peut mieux répondre à ces demandes également. And also, this is something that BizNDG could be, you know, I know it's difficult now during COVID. Everybody's just trying to keep their heads above water. But if BizNDG, the Business Association, could discuss it and see what the borough can also do. Any ideas that you have to spruce up Sherbrooke, please let us know. Mr. Harris, I like that. Yep. Thanks for the question, Sandrine. I agree with you. I want to see Sherbrooke improve. I myself also send in complaint emails to our services.
sometimes about garbage on Sherbrooke. We've worked hard to try to get Dollarama to do a better job going down Wilson from Sherbrooke. There's also been problems with, of course, brick falling off buildings on a few places on Sherbrooke, and I've certainly sent a lot of emails about that to our services. Most recently, Dollarama last year, and this year near Melrose in Sherbrooke. So I agree, let's keep pushing. J'aimerais demander à nos services formellement de regarder la possibilité de mettre plus de poubelles sur cette section de Sherbrooke tellement occupée avec tellement de passants. On peut faire une exception sur cette section tellement occupée. C'est très important. Merci. And I just would like to add, Ms. Campo, that I've just looked at my agenda and I'm having a meeting on this Thursday with CDNNDG. So this will be an opportunity to brainstorm and see what we can do together to make things better. OK, numéro 28. Oui, le règlement sur le bruit n'est pas applicable. La procédure de l'arrondissement est de 7 étapes et nécessite l'intervention de 2 inspecteurs et d'un ingénieur sonore. Le processus prend au minimum 2 mois et les victimes n'ont pas d'autre recours. Ce processus s'applique même lors de récidives. Trouvez-vous que ce processus est normal et comment ferez-vous pour favoriser l'applicabilité du cadre réglementaire? L'article 340 du règlement d'urbanisme mentionne qu'il est interdit de mettre un appareil de climatisation à moins d'1 mètre d'une ligne de bâtiment. Le problème est que ce terme n'est pas défini et que d'autres machines permises peuvent être plus problématiques. Par exemple, système de ventilation industrielle. Le terme équipement mécanique est défini dans le règlement et englobe les appareils de climatisation. Êtes-vous en faveur de rendre l'article 340 plus cohérent et clair en remplaçant les mots appareil de ventilation par équipement mécanique? Merci. C'est moi qui va répondre. Il est dans mon district. OK, mais un moment. Je crois que... OK, allez-y. J'ai parlé à M. Larcher aujourd'hui. OK. Bon, il semble qu'il y a plusieurs faiblesses dans notre réglementation, pas comme arrondissement ensemble de la ville, et dans le processus de régler les problèmes. M. Larcher a été visité pour répondre à ces plaintes par un ingénieur de la ville et des inspecteurs. Mais malgré ça, c'est plus facile de constater un problème que de régler le problème. La définition dans le règlement a permis de solutionner un des problèmes, mais pas le problème majeur lequel il a fait plainte. Le voisin fait la cuisson de charbon entre 11 heures le matin à 23 heures 6 jours par semaine. Et selon la définition dans le règlement, le fait que les tuyaux sont à 3 mètres de la ligne de bâtiment, nos pouvoirs sont vraiment restreints pour régler ça. J'ai dit à M. Larcher, je vais travailler avec lui pour voir quelles mesures on peut mettre dedans qui va finalement permettre une solution plus rapide, pas de son problème, mais l'ensemble des problèmes. Je demande à M. Plante, parce qu'apparemment il y a un dossier assez épais concernant cette adresse, s'il y a des informations qu'il peut apporter ce soir. Et sinon, s'il sache si le DOS a une stratégie pour aider ces messieurs qui vivent dans une situation difficile. Ce qu'on peut vous dire, c'est qu'on... Oui, Mme Montgomery. Monsieur Larcher a été rencontré par nos services ce vendredi. Je vous avoue qu'on l'accompagne dans cette situation-là. Effectivement, on n'a peut-être pas tous les outils nécessaires pour être capable de répondre entièrement à ces demandes. En même temps, on se fie également sur la bonne foi du propriétaire qui est le générateur de ces bruits-là. Alors, on continue de l'accompagner, on l'a rencontré vendredi et on va évidemment tout faire les efforts nécessaires dans la mesure des outils que nous avons pour tenter de régler le problème. Oui, ma crainte est que ça va prendre un changement de langage dans le règlement qui pourrait prendre beaucoup de temps. Ben, écoutez, c'est possible et c'est pour ça que je vous dis qu'on essaie
d'impliquer les deux parties. C'est-à-dire que oui, il y a la réglementation, mais il y a aussi une question de bonne foi de la part du propriétaire du bâtiment concerné qui, à un moment donné, pourra aussi faire preuve justement de bonne foi et collaborer pour tenter de régler le problème. Alors, si on doit nécessairement changer la réglementation, on le fera, mais on ne cessera pas nos efforts pour essayer de trouver un terrain d'entente entre les deux parties d'ici là. Madame la mairesse. Popiano. Oui, merci. Je suis pas en dossier, je sais que mais je souhaitais offrir ma collaboration à M. Rotran, mais aussi à M. Ratchip, puisque je vis personnellement un problème semblable. Je ne voulais pas vous décourager, M. Larchi, mais le fait que ça dure seulement 2 mois, les inspections pour le bruit, c'est déjà extraordinaire. Dans mon cas, ça a pris 3 ans. C'était dans les années 2006-2007. Donc, déjà, c'est une amélioration extraordinaire. Autant le règlement du bruit que celui pour les odeurs, l'utilisation du charbon encore et des grilles à bois, c'est OK. Donc, j'offre ma collaboration à mon collègue Rotran et on a besoin, bien sûr, de Mme la mairesse et de la collaboration de M. Plante. Il y a un bon ménage à faire dans nos règlements parce que ceux qui vivent proches des artères commerciales, je peux vous dire, je peux en témoigner qu'ils en souffrent grandement. Okay. Oui. Merci. Merci. Numéro 29, André Froncioni. Question for Peter McQueen. Peter McQueen. Sorry. On November 2nd, 2020, I asked a question about when the Jersey barriers on Upper Lachine would be removed. I'll spare you the time. Your answers begin at the 2 hour, 18 minutes and 35-second mark for all of us to hear. Peter McQueen said that he was very interested in this issue and that he would be looking over Stéphane Plante's solutions. Stéphane Plante gave a very convincing answer that it would be taken care of soon and before the heavy snow. We're now 12 weeks later and nothing tangible has happened. What can you both tell the citizens of this area that would change our minds that you don't care and that you can't keep your promises? Alors, Monsieur McQueen. Yeah, thank you for the question, Mr. Franciano. I agree with you. My level of frustration is massive. I walk there fairly often. I've been fighting the dossier for years. Our neighborhood was mistreated by Transport Quebec and by Center City for a long time. It's remarkable, and I do want those barriers removed. I've asked them to be either removed completely or moved outwards. So I agree with you, and I'm passing the question along to Mr. Plante. Monsieur Plante? Yes, Mr. McQueen. So actually, you were right that I was very convinced in November. That was the information that we received from Central City and from the Ministère des Transports. Now, Ministère des Transports took more time than what they told us. They told us at that point. Now, what they are telling us, and I'll be careful to not be as convincing as I was in November, is that it should be removed by February 15th. So that's the info that we have. Although it seemed quite strange, the problem that we have is that since we are on a viaduct, basically on a bridge crossing Highway 15, Descaries Highway, they have to make calculation. They have to be more careful than on any other place because there's a lot of security issues that are involved. That's what they are telling us. So hopefully it will be removed by February 15th. Okay, merci. Numéro 30, Leandro Tomaro. Quand est-ce qu'on aura un parc à chiens dans le parc Nelson Mandela? Avec 2 tours du projet Westbury, on voit déjà une augmentation du nombre de chiens dans le secteur.
Avec les 2 autres tours qui seront terminés en 2021, l'achalandage sera encore plus important. Merci beaucoup pour la question. Alors, ce soir, on adopte un contrat ou on approuve un contrat pour 2 parcs à chiens ici dans l'arrondissement. Mais nous faisons, on peut regarder votre demande et puis on peut la discuter comme conseil. Mais c'est la première fois que je pense que j'ai reçu une question concernant un parc à chiens dans ce parc Nelson Mandela. Alors, on peut examiner ça. 31, c'est Amal Janati. Je suis mère de famille de 3 enfants, dont la plus jeune a 2 ans et demi. Nous avons acheté une résidence à NDG il y a presque 5 ans, proche du parc Benny. Les modules de jeu de ce parc sont archaïques et devenus non sécuritaires et absolument non stimulants pour les enfants. Je dois aller loin en voiture vers d'autres parcs. L'aire de jeu non sécuritaire est directement sur la rue Benny, sans clôture. Je vous invite à le visiter. Chaque année, je m'attends à ce que la municipalité et la ville y interviennent, mais rien ne se passe d'année à l'autre. Cette aire est tout simplement une honte pour ce quartier tellement prisé par les familles d'enfants de jeune âge et où nous payons des taxes assez élevées. Quand est-ce que la municipalité ou la ville interviendront finalement pour renouveler l'aire de jeu du parc Benny et la rendre sécuritaire? Et pouvez-vous nous donner un plan exact d'intervention là-dessus? Genre, peut-on espérer une action pour le printemps 2021? Alors, merci beaucoup, Madame Janati. J'ai visité tous les parcs dans notre arrondissement et nous faisons des investissements dans une manière régulière dans nos parcs. Alors, on peut évaluer votre demande et on va voir. Monsieur Arsenault, vous avez quelque chose à ajouter? Oui, Madame la mairesse. D'abord, merci, Madame, pour la question. On a eu la chance d'entretenir il y a quelques semaines. Je tiens juste à souligner le fait qu'on a reçu beaucoup de feedback et beaucoup de demandes à l'égard de nos parcs de quartier, surtout par rapport à cette question de maintien et entretien, disons, quotidien. C'est quelque chose qui a résulté beaucoup des consultations locales sur l'avenir de nos parcs de quartier, dans lesquelles presque 450 personnes ont participé en 2019. Vraiment, honnêtement, un des éléments qui a été répété le plus souvent, c'était effectivement que, on est généralement content, mais on est frustré par le lenteur de répondre à des demandes de réparation, d'entretien ponctuel, autant pour Benny que d'autres parcs. À date, je n'ai pas vu de suivi sur les recommandations de la consultation, alors je vais me tenir à faire le suivi là-dessus encore une fois. Mais d'ici là, n'hésitez jamais à préciser les choses spécifiques et particulières qui sont problématiques. On pourrait aller visiter ensemble, puis on le réglera le plus rapidement possible. Merci encore. Merci. Merci. Numéro 32, Eric Romano. The City of Montreal is thinking about redoing the Salle-Côte-de-Neige intersection in the near future. Before making any changes, shouldn't we be spending our money on other things first, such as to protect pedestrians by making it physically impossible for cars from going directly from DeSalle into the Rock Hill? Tonight, Mr. Romano, as you know, we have an item on our agenda for a left-hand turn onto Rock Hill. But in my opinion, it's far too expensive to spend that kind of money and then just to have the city rip up that area once again to redo it. So you can stay tuned for that vote. Madame Popiano.
Yes, Madame la Mairesse, thank you, Mr. Romano, for your question. The item on the agenda this night is more than the U-turn or other issue. It's an issue of security of pedestrian in the intersection on Côte des Neiges and Deschelles, and it's a very important issue. And for this reason, I asked the mayor and my colleagues to vote for this item on the agenda, because giving a contract, a professional contract to fix up all the problems in this intersection, it's very, very important, first of all, for the security of pedestrians. Thank you. Thank you. Number 33, Stephanie Valenzuela. The new COVID curfew has put a spotlight on our unhoused community, its growing prevalence and its lack of resources. In boroughs such as the Plateau and in our downtown core, more services and shelters are available, understandably so, as there is a higher concentration of homeless settlements in that area. However, here in our borough, we are not exempt from this reality. Are there services or outreach programs available to help those we find soliciting along the Carey or outside of metros such as Snowdon or Côte des Neiges? Question addressed to Mayor Sue Montgomery. The Mayor, Valerie Plante, has recently announced a plan to develop social housing in 6 boroughs, which includes our very own borough. Does that mean efforts are finally being made to develop on the Hippodrome terrain? If the development is not intended on this land, when can we expect plans for development for the Hippodrome to be announced, as the deadline for 2023 is fast approaching? So thank you for that question. I'll take the first part first about people experiencing homelessness. We have a lot of services in our borough, a lot of very active community organizations. We have 3 food banks or food pantries that have been working like crazy during this time and expanding, and as the demand has gone way up. I've volunteered at Multicaf several times in Atmada, and it's incredible that the work that they're doing. We also have a warming shelter at 6570 Côte des Neiges, so corner Barclay. And from what the last report I got, there's about 8 regulars going there on a regular basis, and but it can take 25 people. But also in terms of social housing, like I am very committed to the Hippodrome site, but that's just one project. We have ongoing social housing projects in the borough right now. But I am committed in terms of the Hippodrome that we have 2,500 units, and we have to work together with these groups in the borough who know what the needs are and who know what the people need. But I deplore what's happened downtown with the Plante administration, is that they did not invest in this in the last budget at all. So I will be pushing hard that they get moving on this very important and sort of, it's an opportunity that doesn't come along very often, that we have a big chunk of land that we're able to build homes on, and it's something that we really need. I'd like to add something as a councillor for the district that has the Hippodrome. First of all, the 6 projects you referred to was a direct transfer from the Government of Canada to the city of over $56 million. And that will permit a certain housing to be delivered by the middle of 2022 in different boroughs of the city. It doesn't include the Hippodrome. The capital budget adopted by the City of Montreal has $0 for the next 10 years for actual infrastructure on the Hippodrome site. There's no plan at this point. The councillors have actually been arguing about it even in our own borough, but we don't. Ms. Montgomery, Mr. Perez, and I don't really see any progress. Mr. Arsenault seems willing to give it a chance, and Ms. Popiano and
And Mr. McQueen seemed to think something's going to happen. All we do know is if the city doesn't do its obligations of changing the zoning, beginning infrastructure work, and having a plan for Cavendish Boulevard extension, the land reverts to the province in 2023, which is what I took your mention to be. If this is of interest to you and other citizens, it's something that needs to be brought up far more consistently at City Council in the next 6 months. Thank you, Mr. Otto. Number 34 is Malaka Akawi. Monsieur McQueen, il y a des années que nous, citoyens de NDG Sud, nous plaignons de la clôture et des murets de béton qui entravent le déneigement sur le pont Upper Lachine. Dans un courriel daté du 16 juillet 2020, M. Plante nous confirmait que les jerseys seront déplacés. Comme nous en avons discuté il y a quelques jours, je vous confirme que l'arrondissement travaille, en collaboration avec la division de la gestion des actifs routiers et cyclables, à distancer le muret qui se trouve le long du trottoir du viaduc Upper Lachine. Ce faisant, nous serons en mesure d'assurer le meilleur déneigement du trottoir, en plus d'améliorer le confort des piétons qui l'empruntent. Nous sommes confiants que les travaux seront réalisés avant le début de la saison hivernale. À ce jour, rien n'est fait. Nous en avons assez des promesses non respectées et de la condition lamentable et dangereuse de notre quartier. Que comptez-vous faire pour remédier à ces conditions? Merci. Merci pour la question, Mme Akawi. C'est une très bonne question et je partage votre frustration. Par contre, j'ai ravi d'entendre M. Plante qui a dit plus tôt ce soir que Transport Québec et la Ville-Centre ont maintenant donné la date du 15 février pour enlever les jerseys. Alors, ça serait un très beau cadeau de la Saint-Valentin pour NDG. M. Plante, si vous voulez confirmer de nouveau, s'il vous plaît. Ben oui, écoutez, je peux vous confirmer de nouveau. Là, on nous donne le 15 février comme date, mais je vais, sans vouloir ralentir votre enthousiasme, là, je vais mettre ça au conditionnel compte tenu des promesses du passé que nous avons eues. Et je tiens simplement à réitérer le fait que nous sommes totalement dépendants du MTQ et de la Ville-Centre. Et si ça avait été de notre propre ressort, ça ferait longtemps que le problème serait réglé. Merci. Numéro 35, Kathleen Kierin. Are you considering a ban on outdoor space heaters for private use or for public use? No, we aren't. Number 36, Elizabeth 4. This is a question for Mr. Arsenault. At the most recent extraordinary Borough Council meeting held last year, 3 days before Christmas at taxpayer expense, your ill-conceived proposal or cool experiment, as you like to call it, to redesign and remove parking from Godfrey Ave was thankfully voted down. Citizens expressed their displeasure at the proposed project and their surprise at having learned about it at the last minute, as you had apparently not taken the time to talk to your own constituents about your cool idea, which would have cost us $100,000 to start with and then up to $800,000. At this meeting, it was revealed a redesign of Harley Ave was also considered, something which neither myself nor my neighbors were even consulted about. Your good friend Stéphane Plante could not even remember who told him to look into either proposal. Can you confirm who told Mr. Plante to study these dossiers, and can you tell citizens what cool experiment was being studied for Harley Street? Mr. Arsenault? Yes, thank you, Ms. Ford, for the question. I wasn't aware that I was such good friends with our borough director. I appreciate your question because it allows me to straighten the record on a few items, since your question did contain a number of errors. To begin, Godfrey was not my project. It was a project that was proposed by our civil servants that happened to be in my district on the borderline with Peter McQueen's district. And it was not my project because, very simply put, the borough's civil servants do not work for me. They work for council and the mayor. They don't take orders from me. They take orders on a day-to-day basis from the mayor through the borough director.
So your question might be better directed to Ms. Montgomery and ask her why at the December council meeting, she used the same terminology that you did in your question to the effect that this was my project, as if I was, somehow pulling the strings from behind the scenes, even though she hadn't really kept an eye on the project's progression itself. The second is the question of consultation. You claim the project had not been subject to any, but the file, which was voted down thanks to Ms. Montgomery's abstention, was to do precisely that. Let me repeat for clarity, for I think what must be the 10th or 12th time since December, folks got upset about the December file, which was itself a contract to engage in public consultations with the local community and local stakeholders. I found that ironic and quite disappointing, to say the least. And finally, regarding the Harley proposal that was not retained, I did not even know that it was under consideration. Again, many of these things happen at the administrative level. It's part of our ongoing work at the borough, and it does not rise up to the level of the mayor's and councilor's office. So again, if you are curious as to how this process went, you can direct your question to Mayor Montgomery, since it was her cabinet who greenlit the proposal, the beginnings of the Godfrey proposal, over a year ago. So thank you for the question, and thank you for allowing me to straighten the record on a number of points. Thank you. Number 37, Kim Gomery. Our citizens group has a new change.org petition to ban gas leaf blowers, which is getting many signatures. Would the Borough Council accept such a petition? How many signatures would we need to initiate the process of getting a bylaw? Then there's the link to the petition. Cities like St. Lambert and boroughs like Ville-Marie already have a full ban on gas leaf blowers at all times and in all places. What would the Côte-de-Neige-NDG Borough Council need from us as concerned citizens to make this happen? Thank you very much, Kim. As you know, I've been in touch with you and your group by email and some of you on social media. And in terms of the petitions, how could I say this? With change.org petitions, the problem is, anyone can sign it from anywhere. And so we don't even know if it's the residents from our borough. But that being said, I am perfectly willing to take another stab at this, even though at the beginning of my mandate, I was advised by the legal department that we couldn't do it. So I'll take a look at St. Lambert and Ville-Marie again, and we could, I'll bring that to the council and we'll discuss it and see what we can do. I'd like to move a motion to extend the question period to her, the very last person who hasn't been heard, because we just ran out of time. Je propose une période de questions de 3 minutes. Sure. I will. Wait. Who was that? J'appuie. Okay, Magda. Okay, number 38, Darby McDonald, Project Genesis. As a housing committee in Côte-de-Neige-NDG, we are very grateful and excited to hear of the passing of bylaw RCA 217331, and are relieved to know that most subdivision and enlargement permits will be no longer emitted by our borough. However, despite this reality, landlords have still been sending a record-breaking amount of notices for subdivision enlargement to vulnerable tenants this year in the effort of evicting them. We appreciate the collaboration the borough has provided on this issue and understand this is a provincial regulation that landlords are still able to send these notices. In the face of this, Councillor Rotron has indicated a willingness to Project Genesis to approach our MNAs to strike out this form of eviction from the Quebec Code.
So we are wondering, can we expect a bipartisan commitment from all our councillors to do the same to protect the tenants of our borough from this continued harassment? So I would just, I would like, first of all, to thank you, Darby or Ms. McDonald, for all your hard work that Project Genesis does to help the vulnerable people in our borough. It sickens me that these landlords would evict people at the best of times, but now during a pandemic, it's just heartless. And I have no tolerance for that, no patience for that, no sympathy for these landlords. I think it's, you know, they're just trying to make money off vulnerable people who may not know their rights, who may not know how to fight back, who are just taken advantage of. So I find it disgusting that this is what they're doing. And I would absolutely work together with our provincial counterparts against, you know, to work on these evictions. I think they're absolutely unacceptable. Mr. Autran? Thank you. I have a motion seconded by Ms. Popiano on the agenda. It's the last item, so you'll have to bear with us this evening. Margaret at Project Genesis and I spoke about it a couple of weeks ago, and I wrote the motion to target 2 articles in the Civil Code that seem to me to be an exception, whereas in most cases, landlord sends a notice to the tenant for rent increase or repossession or anything else, the tenant just needs to send back a written refusal. And it's the landlord's obligation to go to the rental board. With subdivision and enlargement, there's a loophole. The tenant is the one that has to go to the rental board and start a case. It's onerous at the best of times. It's difficult during COVID. We want those 2 articles changed in the Civil Code. Even if we adopt it tonight, and I believe we will, it will still take the cooperation of the government of Quebec to make those modifications. It will start by lobbying Mr. Arcan and Mr. Birnbaum, who represent Côte-des-Neiges, and Ms. Weil, who represents NDG, and getting the 3 of them to raise it at the National Assembly. Thank you for your question, Ms. McDonald. Thank you. And with that, c'est la fin de la période de questions de public. On passe maintenant à 10.06, questions de conseil. Est-ce que quelqu'un a une question? Yeah. Okay, there's hands up here, but let me just see who is first. Mr. Autran? Thank you. J'ai quelques questions. Je commence avec quelques pour M. Plante. M. Plante, il y a brisure des conduites d'eau, coin Plamondon et Victoria cette fin de semaine. Pas trop de monde est privé de l'eau, mais le problème est difficile de se fermer la rue Plamondon pendant toute une journée et Victoria également. Il y a des gens qui me demandent est-ce que la ville était capable de cibler pourquoi, étant donné que Victoria était fermée pendant 4-5 mois dernièrement pour des travaux majeurs des conduites entre de Kent et Mackenzie. Donc, est-ce que la situation est maintenant réparée et quoi exactement est le problème ou était le problème? Oui, ben, tout d'abord, peut-être faire le point. On a effectivement, à cause des grands froids, évidemment, on a eu 4 à 5 fuites majeures au cours de la fin de semaine sur lesquelles nos équipes ont travaillé sans relâche. Et pardon, je pense qu'il faut souligner le travail de ces gens-là là, qui ont travaillé au grand froid. Alors, pour l'instant, la situation est sous contrôle pour l'ensemble des fuites qu'on a dans l'arrondissement. On pense que certaines ne tiendront pas très longtemps, c'est-à-dire qu'on fait des réparations, mais évidemment, et là, ce qui va arriver, c'est qu'il va y avoir un redout. Alors, gel, dégel, ça entraîne du mouvement dans l'ensemble du réseau. En ce qui a trait à Victoria-Plamondon, les travaux qui ont été faits à l'automne passé, ils ont été faits sur Victoria. La fuite qu'on avait actuellement était sur Plamondon. Donc, ce n'était pas nécessairement relié aux travaux qui ont été faits cet été. Donc, bon, la bonne nouvelle, c'est que les travaux qui ont été faits, eux, ont tenu. Là, on était sur une autre conduite. Donc,
tout simplement un autre tuyau qui, lui, a éclaté un peu plus loin et qui a fait en sorte qu'on a dû ouvrir quand même là, dans un espace assez grand. Mais pour l'instant, je vous dirais que la situation est sous contrôle. Merci. Ma deuxième question. En printemps dernier, la commission de toponymie et le DOS de la centre-ville m'a contacté pour me dire qu'il donne suite à 5 recommandations que j'ai faites, 3 en 2016 concernant les toponymes dans le triangle et 2 ailleurs concernant les motions que j'ai amenées au conseil municipal qui étaient adoptées. Et bon, effectivement, en décembre dernier, le conseil municipal est appelé pour ratifier ces 3 toponymes dans le triangle, notamment Parc Sadie Bronfman, Passage Yonine Jumel et Place de la Triangle. Mais il n'y a aucune information sur les autres 2 qui étaient honorés Ely Wiesel et Warren Allman. Et j'ai eu une question au conseil municipal il y a quelques semaines sur ça. J'ai vérifié et la ville-centre dit que l'arrondissement n'a jamais répondu à l'appel de le centre-ville pour nommer l'endroit pour Ely Wiesel et Warren Allman. Qu'est-ce qui est la situation? Qu'est-ce que nous devons faire pour remplir les exigences de la ville-centre pour que ça passe au conseil municipal? Apparemment, nous avons répondu comme il faut pour les autres 3 et ça s'était déjà ratifié par le conseil municipal. Oui, ben en fait, ce que ça prend, c'est, dans le fond, la façon dont ça fonctionne, c'est qu'à partir du moment où l'arrondissement donne son accord, bon, ça s'en va éventuellement, là, ça suit les étapes. Je voudrais, ce que ça prendrait, c'est une correspondance de notre part. Alors, ça peut être une correspondance de ma part à moi. Évidemment, bon, dans la mesure où les membres du conseil sont à l'aise, bon, Ely Wiesel, c'est le parc qui est situé dans le nouveau développement là, Westbury, où on a ce projet-là Westbury. Monsieur Allman, Warren Allman, c'est le parc Summerled, si je ne me trompe pas. C'est ça. Alors, bon, alors dans la mesure où j'ai un accord de votre part au niveau du conseil, et ça n'a pas besoin d'être une résolution, là. Moi, je pourrais demain matin, à la rigueur, là, on pourrait envoyer une correspondance, mais je ne sais pas, là, je ne veux pas... Let's just get it done. And my dernière question pour Sue Montgomery. I think it was at our last special meeting, no, the one before our last, the one in December, you answered a question from a citizen in which a citizen asked you about an opinion poll that you did, which you confirmed that you did do, and you said you used public money to do it. And you also said it wasn't really political, it was about citizens' opinions on the quality of services in our borough. That being said, given that you've said it's been done with public money, can you make that poll available so that taxpayers and the members of council can have the same information that you do that was paid for by public money? Yeah, I will be making it public. Thank you. Thank you. Have a nice evening. It's not over yet. Mr. Roton, can you put your hand down now, please? Mr. Arsenault. Thank you, Madam Mayor. I have 2 questions, each with a follow-up. During and after the holidays, NDGers were disappointed to find that they had little access to one of the few public facilities still available during the pandemic. I'm sure you know very well that I'm speaking of our skating rinks. I've heard a number of elected officials of all political stripes state that the unavailability of our rinks was due to the changing climate. Climate change is making the temperature more variable. It makes weather less predictable. Many folks, however, including myself, found this answer a little confusing, since a quick pop over to Westmount, Montreal West, or Beaconsfield showed the rinks in excellent condition while ours were closed. Last I checked, Montreal has the same climate as our demerged suburban neighbors. And so I wanted to know if you can offer a more acceptable explanation for the state of our rinks to the thousands of NDGers who found their holiday plans frustrated by our lack of readiness. Is this question to me? Yes. Yeah, the skating rinks are in excellent condition right now, and they're all open and they're being used by everyone. So I think it's great.
Sorry, just to be clear, I was asking about the state of the rinks at the beginning of the holiday season and at the beginning of January when many of them were closed in NDG while they were open in other towns. Well, maybe not now. I know they're in decent shape now, which is they're great. In great shape. Yeah. What I'm wondering about is that 3-week gap or so. Well, as you know, I don't do the rinks, so je vais demander, Monsieur Boutin, est-ce que vous pouvez expliquer le problème avec les patinoires, s'il vous plaît? Oui, dans le fond, si vous permettez. Juste avant les fêtes, il a fait à peu près 17 degrés. Je comprends ce que M. Arsenault a mentionné tantôt. Il y a des arrondissements ou plutôt, je dirais, des villes défusionnées qui avaient des patinoires. Et là, il faudrait savoir combien, quel nombre et tout. Les arrondissements qui nous ressemblent dans l'ex-ville de Montréal, dans les faits, avaient des conditions semblables à nous. Pendant les fêtes, il a neigé un petit peu avant le retour au travail en janvier et la température était encore, on était un peu en dessous du zéro dans les faits parce que quand il a neigé, je pense que c'est comme le 2 ou le 1er, le 2, le 3 janvier, quelque chose du genre, il y avait un gros soleil l'après-midi et nos gens ont préféré garder la neige sur la patinoire pour ne pas tout perdre dans les faits. Et aussitôt que la semaine a débuté, par la suite, on a entrepris d'entretien des patinoires. On avait informé Mme Montgomery et M. Plante de la situation. On a mis des efforts supplémentaires dans les faits pour remonter les glaces. Présentement, depuis déjà quelques semaines, les glaces sont dans de bonnes conditions. On a même eu des demandes il y a eu des commentaires à l'effet, peut-être qu'on devrait avoir des toiles en polyéthylène ou quelque chose du genre, dans le fond, pour la surface, pour pouvoir conserver l'eau, etc. Après avoir validé auprès de d'autres arrondissements, dans le fond, il y a un seul arrondissement qui a tenté le coup, c'est le plateau, et les résultats ont été hyper désastreux. Dans les faits, il faut comprendre que ça prend énormément d'entretien. M. McQueen m'a envoyé un article de journal, d'ailleurs, à ce sujet-là, et la personne qui faisait ça mentionnait, elle faisait ça dans sa cour, c'était une très petite surface à comparer aux surfaces que nous, on a. Et il disait, si on commence à compter les heures qu'on met là-dessus, on ne fera rien. Parce que dans les faits, ça prend énormément d'entretien. Il faut penser également que nous, quand on fait l'entretien par la suite, on passe avec des gros équipements là-dessus. Donc, c'est sûr qu'on va tout arracher. Si jamais il y a une toile en polyéthylène dessus, aussitôt qu'on va passer ce qu'on a comme équipement qui ressemble à une Zamboni, c'est sûr qu'on va tout arracher. Donc, dans les faits, ce n'est pas une solution intéressante pour l'instant. Peut-être qu'un jour, il y aura d'autres procédés qui feront en sorte qu'on aura peut-être des patinoires qui vont se monter plus rapidement. Mais on peut vous assurer qu'au cours des dernières semaines, on a mis les bouchées doubles. Je sais que les patinoires sont dans un bon état. J'ai parlé avec M. Policeno la semaine dernière. On continue à en faire l'entretien. Et avec le froid, évidemment, ça aide beaucoup, là. Merci pour les précisions, M. Boutin. Je vais quand même poser ma question de suivi parce que j'ai quand même reçu des appels et des courriels de résidents, de la part de résidents qui voulaient aider l'arrondissement. Bref, des gens m'ont écrit pour partager comment il y a des décennies, peut-être, quand ils avaient des petits-enfants. C'était en grande partie les résidents eux-mêmes qui ont aidé beaucoup avec la mise en place, l'aménagement, puis l'entretien lors des gels et des dégels. Puis, il y a des résidents qui souhaitent faire de même maintenant. Je pense notamment à des gens qui habitent près du parc William Bowie qui m'ont appelé justement pour demander est-ce qu'il y a une façon de faire ça, d'aider l'arrondissement comme bénévole? Alors, encore une fois, question pour la mairesse. Est-ce qu'on peut s'engager à ce que l'arrondissement prenne contact avec ses résidents bénévoles et collabore afin d'améliorer encore plus la qualité de nos patinoires? Alors, à mon avis, j'ai rien contre les bénévoles et les résidents qui veulent travailler. Alors, j'ai vu, par exemple, dans le petit parc à NDG, j'ai vu les gens avec les pelles.
Mais probablement, nos cas bleus n'acceptent pas ça à cause de la convention, mais je vais demander, M. Butin, qu'est-ce que vous pensez des bénévoles? Vous avez partie de la réponse, je pense. Effectivement, c'est un travail qui présentement est effectué par l'École bleue. Ce qui est fait cependant, et ça depuis de nombreuses années, je pense qu'habituellement, on a des pelles ou des scrapers qui sont aux alentours des patinoires. Et ça, les gens, entre les visites des camions plus lourds, des équipements plus lourds, dans le fond, eux-mêmes vont entretenir et pelleter et enlever la neige qui se forme lorsqu'il y a beaucoup de patinage sur la glace. Mais pour monter les glaces, pour les arroser, après pour vraiment venir la couper, la glace, parce qu'évidemment, il y a toujours des motons, des bosses qui se forment, etc. Donc là, on a un équipement plus lourd qui vient, ce que les gens n'ont pas. Si c'est juste de pelleter en quelque part, ben, les gens qui ont des pelles, on ne peut pas venir les empêcher de pelleter, mais de façon générale, l'entretien est fait de façon plus mécanisée qu'à la pelle. Mais je comprends, Christian, qu'il y a peut-être des endroits où il n'y a pas de bande et il y a eu peut-être des petites patinoires qui se sont formées au cours des années, en quelque part, où on faisait juste arroser un petit peu, dans le fond, puis à partir de là, ben, il y a des gens qui pouvaient en faire l'entretien plus simplement, je dirais. J'entends la réponse. Je pense que ça serait quand même un peu triste qu'on décourage des bénévoles d'assister à cause d'un job qui est syndiqué. Je pense qu'il y a sûrement des façons de trouver des façons de collaborer. Je ne parle aucunement de remplacer l'École bleue par des résidents, plutôt de collaborer entre les deux. Mais je vous remercie quand même pour les réponses. Je pense qu'il y a là-dedans peut-être des pistes de solutions. My second question, Madam Mayor, regards something that you and I campaigned on together in 2017, which was revitalizing the commercial stretch of Summerled Avenue, most notably between Walkley and Borden. Now, anybody who visits the area knows that it's in need of some love, yet we haven't been able, and I include myself in that, we haven't been able to progress on this file in the 3 years since the election. Now, already twice this year, just this year alone, I've made it clear to your office that Summerled is my priority for the year, for 2021, and that I would like us to start making progress on it together. But I have not received a commitment in return. And so I wanted to know if you can tell the people of Loyola, many of whom voted for both of us because of that campaign promise, if you can tell our constituents here and now that you will work with me and mandate our services to propose revitalization options for Summerled. Thank you for the question. You mean when you campaigned with me and got elected and then didn't vote for me that time? Yes, that time. Right. Okay. Well, I think that instead of putting all your energy into Godfrey, you could have put your energy into Summerled and suggested that as a revitalization project. But I'm afraid I don't understand. I don't understand I'm not your finished answer. talking. If I could ask a clarification, you say putting my energy into Godfrey. Once again, in the December Council, you said that that was my project. I'd like you to explain what you meant by that. Well, it's your district, and that's a project you wanted to do. But I would ask you not to interrupt. No more than any other project that comes onto the agenda for council that falls into my district. The lead pipe replacements that we did in Loyola were not mine. They were CDNNDG's. So I'd like you to clarify what you mean when you say that it was my project that I supposedly put so much energy into. And then I would like a real answer to my main question. Well, I am trying to answer, but you keep interrupting me. About Summerled. I'm happy to revitalize Summerled. And if you'd like to take the lead on that, I would gladly support it. Okay, I'll take that as an encouraging response. Merci. But it helps if you respond to my emails and my phone calls so that I can, maybe talk about it. Right. Au moins pour la réponse préliminaire, les gens de Loyola seront heureux de l'entendre. Ma question de suivi est donc la suivante.
Étant donné votre abstention sur le projet de rue partagée sur Godfrey qui a effectivement tué le projet, une source de financement potentielle qui serait probablement disponible est le programme de rue piétonne et partagée de la Ville-Centre. Ceci couvrirait la vaste majorité du coût des consultations publiques, séances de co-création et expérimentation de design urbain pour Summerled. Et comme nous avons tous les deux dit à maintes reprises, nous ne recevons pas assez d'argent de la Ville-Centre. Alors, vous engagerez-vous à explorer cette option et demander au service de revenir avec une évaluation de cette option et d'autres options, pas plus tard du Conseil d'arrondissement du 3 mai prochain. Alors, il faut prendre comme exemple Mme Popiano qui travaille très fort avec le SDC de Côte-des-Neiges. Elle a travaillé très fort sur Jean-Brion. Alors, ça, c'est comment un conseiller doit travailler dans son district. Alors, si vous voulez avoir un projet, il faut travailler là-dessus. Ce n'est pas moi qui fais tout le travail. Si c'est vous qui pouvez mandater les services d'explorer les options. Et d'ailleurs, Summerled n'a pas de STC, n'a pas d'association des gens d'affaires à lui-même, à elle-même. Alors, ce sont des contextes très différents. Et comme j'ai dit, la question est posée à vous. Est-ce que vous êtes prête à mandater les services d'explorer les options? C'est aussi simple que ça. Mais est-ce que vous êtes prête à travailler sur quelque chose? Sur, A question of bylaw, please. The question period is only 15 minutes. I think we've surpassed that. Why, rather than a debate between Ms. Montgomery and Mr. Arsenault, why don't we let Mr. McQueen ask his question and move on to the agenda? OK. Mr. McQueen? Thanks. Premièrement, j'aimerais remercier M. Boutin pour votre réponse concernant la possibilité des polyuréthane sous le patinoire. J'accepte votre réponse. Je voulais juste avoir ces infos-là. Maintenant, je les ai. I would say to the people of NDG that one of the problems why NDG ranks are behind Westmount ranks is because we don't have surfaces. If we had some paved surface or even a tennis court surface to put the rink on, we'd be off to a better start because the water wouldn't run away. One of the problems is we only have the baseball fields in Terrebonne Park and NDG Park and the grass surface in Jean St. Pierre, and unfortunately, the water sinks into the ground. You know, if there's no snow cover in December, even if you have cold weather, you pour water on the air, it runs away and or sinks in the ground, and that's certainly one problem which there does not seem to be any ready solution to. Anyways, my question to Mayor Montgomery to begin with, et après nos services. Madame Montgomery, vous savez que la bibliothèque Botrel va fermer pour peut-être 6 mois, débutant le 15 février, parce que vous avez mis un post sur votre Facebook qui annonçait un nouvel service à nos bibliothèques avec la photo de la bibliothèque Botrel. Alors, c'était un peu, could lead to misunderstanding by folks. Mm-hmm. So, oui, je l'ai vu, les commentaires, et alors, c'est très facile à corriger. Pas de problème. Alors, et c'est pas moi qui gère mon page Facebook. Parfait. Je ne vais pas demander qui la gère. C'est de vos enjeux. C'est un secret, M. McQueen. State secret of the Borough of Côte-des-Neiges-NDG. Mais ma question, c'est pour M. Plante. Comme je suis certain que je vais avoir une avalanche de questions une fois que la bibliothèque est fermée, peut-être aussi pour Mme Gaudreau, juste expliquer aux résidents d'NDG pourquoi vous pensez que c'est une bonne idée de fermer maintenant, même si c'est une pandémie. Je pense que vous avez raison, mais juste exprimer ça aux résidents, s'il vous plaît. Oui, alors écoutez, il y a des travaux qui doivent être faits à la bibliothèque Botrel, bibliothèque NDG. En fait, il s'agit de mettre à jour les systèmes pour, entre autres, faciliter l'emprunt et le retour des livres, parce qu'éventuellement, après la pandémie, on va revenir à ce système. Alors, le choix qui a été fait, en fait, c'est pas un choix qui a été fait, mais l'échéancier des travaux fait en sorte que nous devons fermer
depuis quelques semaines, la bibliothèque Botrel, si on veut, pour 6 mois. On préfère le faire maintenant, alors qu'on offre un service qui est plus ou moins adéquat, évidemment, parce qu'on doit répondre aux critères reliés à la pandémie. Alors, faisant les travaux pour les prochains 6 mois, on espère ouvrir quelque part en juin ou peut-être en juillet. On ose espérer qu'à ce moment-là, les restrictions seront beaucoup moins grandes et qu'on pourra alors offrir un service à la population qui va être un service complet. Alors, dans ce sens-là, on a opté pour le maintien des travaux actuellement et par la suite, lors du retour à la normale, qu'on espère peut-être être pour le mois de juin, juillet, la bibliothèque pourra offrir des services beaucoup plus intéressants pour les abonnés. Voilà. Merci, M. Plante. I'll just say it in English for residents of NDG. Batra Library will be closed from about February 15th until perhaps July, August. 6 months to improve all the systems for receiving and sending out books, automating systems and so forth. They decided to go ahead with the closure even with the pandemic because they figured library services are reduced anyways during the pandemic, so we might as well get the job done and reopen hopefully to a better post-pandemic future in August. And just to clarify, Mr. McQueen, the post I put on Facebook was a couple of weeks ago, so it was still like a whole month that people could use the library. So, I've put up many posts since then, so, I think it was clarified on Facebook in the discussions. OK. Est-ce qu'on peut prendre un break, en pause de 5 minutes? Ça va? Ça va? We're 5 minutes? 5 minutes. Yeah, Okay. so 9:40, 9h40, on retourne. Merci.
Madame Popiano, OK. On manque Monsieur Perez. Vous êtes là? Line 41. OK. Monsieur Perez? OK. On peut commencer avec 10.07, correspondance. Oui, je dépose la résolution 20-12-01 adoptée par le Conseil municipal de la ville de Côte-Saint-Luc concernant le plan stratégique de développement du transport collectif 2021-2030 ARTM. C'est tout? C'est tout. Oui. OK. On doit attendre M. Perez, je crois. Je suis là. Oh, OK. Voilà. Alors, on passe maintenant, on commence avec les points 12.01. Prendre acte des 2 rapports réalisés concernant l'implantation d'un système de management anticorruption et mandater la direction de l'arrondissement afin d'entreprendre les démarches pour obtenir la certification anticorruption selon la norme ISO 37001 visant à aider les organismes à prévenir, détecter et traiter les problèmes de corruption. Je propose. Et j'appuie. Pardon. Et S'il n'y a pas, Vous voulez prendre la parole? s'il n'y a pas personne qui veut parler, je vais demander un vote équivalent dénominal avec. Je vous donnais la chance à la mairesse de parler en premier. Et sinon, J'appuie la demande pour le vote. C'est lancé. no, I was waiting for Mr. Perez. So the reason for this, you know, we want to get international recognized certification for the borough. We would be the first borough to do so. It's ISO 3701, which is like the anti-bribery, anti-corruption certification. I wanted to do this because of the sad history in our borough with Mayor Applebaum, who we know went to jail. And a bureaucrat took his own life because of this sad history. So I think it's a dark cloud hanging over our borough. And I think it's time that we address it. So we hired a consultant to come in, ISO 3701 consultant, who spoke to all our bureaucrats and said they were all very cooperative and provided documents that were asked for and so on. And their analysis was that overall, things are good in our borough, but there are a few weaknesses. And so I feel that it's very important in terms of the confidence that our residents have in our borough to go forward with this. I want people to have confidence in us as elected officials. I want people to have confidence in our bureaucrats. And so I think it's, you know, it's not only good for the residents, but it's good for us, the people running the borough, because it gives that extra level of confidence. Donc, j'aimerais que notre arrondissement devienne le premier arrondissement, probablement au Québec, d'avoir cette certification ISO anti-corruption. Alors, je pense que c'est très important pour d'avoir la confiance de nos résidents et d'avoir et donner confiance aux fonctionnaires et les élus dans l'arrondissement. So I really wanted to do this since the beginning of our mandate.
I know that it was started in the Sud-Ouest, but it got shelved. It seems the Controller General of the city feels that it's unnecessary because there's enough checks and balances at the city for these things, but I disagree. I think that you can never have enough checks and balances, and to have an outside check on what's going on and outside certification, I think it just gives that extra stamp of approval, and that we're doing things the right way, and that everything's above board. And I really think it's, you know, it's overdue in our borough because of the history. And I'm not saying that there's any kind of corruption happening now. That's not what this is about. It's about preventing whatever it was that happened in the past from ever happening again. And I think this is a terrific opportunity for us, our borough, to be able to clear our name. Mr. Perez? Yes, thank you, Madam Mayor. Merci, Madame la mairesse. C'est un dossier, la certification ISO 37001, qui me touche particulièrement parce que j'ai été très impliqué au cours des dernières années sur beaucoup d'éléments de la gestion contractuelle à la Ville de Montréal. Je suis parmi ceux qui ont apporté différents changements à la politique de gestion contractuelle. J'ai apporté le programme d'évaluation des fournisseurs et j'ai toujours été impliqué, même avec des modifications avec l'administration actuelle. Et c'est moi-même qui avais apporté une motion en 2018 pardon, au Conseil de ville qui demandait à la ville de justement instaurer la certification ISO 37001. L'administration a décidé d'envoyer cette motion en commission pour étude, où il y a eu un rapport. Et en gros, le rapport, ce qu'il disait, c'est que la ville de Montréal, elle a certaines particularités. Il y a déjà beaucoup des outils que veut aller chercher l'ISO 37000, le BIG, contrôleur général, politique de gestion contractuelle, commission d'examen des contrats, code d'éthique, etc. Énormément. Et donc, ils ne voient pas la pertinence et la nécessité. Donc, la recommandation de la commission était de ne pas aller de l'avant. Suite à des discussions, Madame la mairesse Montgomery a décidé de raviver ce dossier localement. Et puis moi, j'ai dit que j'étais prêt à regarder cela et voir ce qu'on pouvait faire. Suite à des échanges, Ms. Montgomery gave a mandate, asked the services to give a mandate to an external firm to do an evaluation, to do an assessment. Where are we holding with the certification? And there's a report that was given, a very detailed report by the firm, Jean Bourbeau. It's attached to this item on the agenda, and I invite everyone to read it. And we can see how, although there's a lot of elements that we've done, there's a lot of elements that aren't really covered by the City of Montreal. It's not because it's our borough doesn't do it or it's not done that it's not good, but because it simply is not part of our structure, of our decision-making process. Even after that, I had asked, I said, there's some questions. I said, I'd like to get the opinion of that firm on the report of the commission that did not recommend it. And they did make a couple of points, at least one of them where the commission stated that there was no one in Quebec that was certified to be able to give the certification. That seemed to be erroneous. And even independent of that, there's certain other elements that they raised. Now, the report did raise a couple of flags about implementing it. They did say it's a daunting task, that they say we're going to have to allocate a lot of resources, spend a lot of money, and it's going to take anywhere 2 to 3 years. The other point, and this is the point that that for me is troubling, is that they said because of the shared jurisdiction, so to speak, competencies between the borough and city center, there's a question mark as to what extent we can actually get certification if we don't have the city center on board. We are,
to a large extent, on many files, on many matters, we're I don't want to say at the mercy of City Center, but we're dependent on City Center for a lot of the decision-making process. So as much as we can maybe have the process internally, if we don't have a collaboration from City Center, then it's a question of exactly where we're going to go. So for me, I am in favor of studying it further. I think that we should, in fact, go towards a certification because it does have a lot of value. And yes, we do have a lot and many instances in place. But as we know, that we could always improve. And yes, it does take a little bit more time. And yes, it does take money. But what I like to do is I like to, in a certain sense, hedge my bets. I'd like to, before I get into a $300,000 proposal that's going to take for at least 2 years, I'd like to have a little better view of exactly what are the bottlenecks that we can anticipate before we actually go all in. Because I don't want us to spend hundreds of thousands of dollars to only be told at the end of the process that it's unlikely we're going to get it. There's still value in following the process. And in fact, the commission that, although didn't recommend the adoption, did say that we should inspire ourselves from the norm. Now, I can tell you that no one in the city, either at the borough or city center or other boroughs that I'm aware of, has recently looked at the ISO 37000 certification to see how we can be inspired. Unless we have a reason that forces us to do it, it's unlikely for us to do it because we're just juggling so many things. So I'd like to submit a propose an amendment, which I'm emailing to Maître Reeves as well as all my colleagues right now. And it's essentially to slightly modify the mandate. Je vais donner quelques minutes à mes collègues de pouvoir prendre connaissance des modifications suggérées. Mais en gros, ce que je suggère, c'est au lieu d'aller de l'avant de façon définitive avec un mandat, il y a encore un peu de devoir à faire. Et ce que je suggère, c'est qu'on puisse donner un mandat à une firme externe, ça peut être la même firme ou non, afin d'approfondir et d'identifier les enjeux spécifiques en voie de l'obtention de notre arrondissement, justement parce que c'est un arrondissement, justement parce qu'on partage plusieurs compétences avec la ville-centre. Alors, c'est ça l'enjeu. Évidemment, on va devoir tout simplement désigner une personne ressource à l'interne. Moi, je crois que dans un contexte où on est à 9 mois des élections, c'est la façon responsable de procéder dans ce dossier. Et on va avoir un peu plus de temps, on va avoir un peu plus d'informations. Et avec ça, on va pouvoir prendre une décision qui est dans le meilleur intérêt des Montréalais, de notre arrondissement. And I believe that with a little bit more, with an additional step, we'll be able to make a definitive decision to go forward. I'm personally in favor of it, but I respect the concerns and the point of view of the commission, as well as other elected officials that I've spoken to who have a certain hesitancy about adopting it. I do respect that, but I think this is the best way to proceed. Voilà, Madame la mairesse. Et puis, la proposition est proposée par Madame Montgomery, la proposition d'amendement. Merci. OK. Est-ce que tout le monde veut prendre quelques minutes pour le lire? J'imagine. Monsieur Gautran, avez-vous un commentaire? Non? Je vois votre main. Okay. Je viens de recevoir l'amendement de M. Perez. Je vais prendre une autre minute ou deux. J'ai lu, mais je veux que tout le monde prenne connaissance avant que je fasse mes commentaires sur l'amendement. OK. Alors, est-ce qu'on peut retourner à 10 heures? Est-ce que ça vous va ou avez-vous besoin de plus de temps? I'm ready to go, but ask the others. Yeah, that's what I'm asking, but nobody is responding. Moi, je l'ai lu. Pardon? Moi, je l'ai lu, c'est bon pour moi, la proposition. Moi aussi. OK. Et M. McQueen? Oui, c'est bon. OK. Okay. Alors, I'd like to comment on the amendment. J'aimerais parler de l'amendement. Thank you, Mr. Perez, for your explanation of why you don't want to go forward
with ISO, but are proposing amendment to spend $50,000 up to it to study whether it's worthwhile to go forward even farther. We've invested about $10,000, $12,000 so far. And now you're asking for another $50,000, not to decide whether we're going to use it or not, but whether there are answers to all the hesitations and that have been already identified as to why we shouldn't adopt it. First of all, I want to make clear that the other boroughs that have looked at it have decided not to do it for a multiplicity of reasons, one of which is the cost, the second being the complexity, the third being the time frame from implementation, the fourth being the fact that there's so many other layers that essentially cover the same thing. So I'm understanding that you don't want Ms. Montgomery to get an up or down vote this evening as she wanted with proposing the motion, but rather that you want to give a mandate that might take quite some time to determine whether we should go ahead as the borough. So I'm going to be voting against your amendment, and I'm going to be speaking more at length on the principal proposition if your amendment is not adopted. Frankly, I don't think it meets Ms. Montgomery's purpose, and it doesn't meet the purpose of others who suggested that it doesn't meet the borough's needs and shouldn't be adopted. So I'd rather talk on the basis of ISO and whether it's good for us or not, rather than on the basis of let's spend $50,000 more to see whether we should at some point, possibly next year, adopt it. So I'm going to be voting against the amendment. Okay, Mr. Arsenault. Thank you, Madam Mayor. The way I see this amendment is, I think, rather similar to Councillor Rotron's. I think we need to stretch every dollar we've got, especially given the underfunding of the borough. And I don't feel like I can, in good conscience, vote another $50,000 on top of the amount that's already been spent on the initial consultant to tell us that we might have to spend even more money down the road, basically on a maybe, when there are demonstrated needs, real needs in the borough that could use that money to improve residents' quality of life. Because let's not forget, I think Mr. Perez glossed over it, but no matter how much we spend, the very consultant's report that was commissioned by Ms. Montgomery, that report itself stated that the work climate at the borough, and specifically the state of relations between the mayor's cabinet and senior managers, risks jeopardizing the entire process. I don't have it in front of me, but I think he said in French, ça risque d'hypothéquer le processus de certification. So I would be happy to revisit this issue and explore it in depth with a borough mayor who's more able to build trust and mutual respect with our services, and who would therefore be more credible on this file. But unfortunately, I do not believe that we have that right now, and I don't want to risk the money. There are many other things that we can and should spend it on. So I'll be voting against the amendment, and to no one's surprise, I'll be voting against the main proposition as well. Madame Popiano. Merci, Madame la mairesse. Donc, j'ai lu la proposition de Monsieur Pérez. Écoutez, on partage la même lecture, donc une préoccupation pour le bon fonctionnement de l'arrondissement et de la ville. Des dépenses qui sont justes, des dépenses qui sont équitables, des dépenses qui sont surtout investies dans les priorités. Je partage aussi votre lecture, Monsieur Pérez, mais je considère qu'il manque un bout. Donc, avoir un système qui est fonctionnel part d'une révision de la gouvernance de la ville de Montréal. Et vous avez tout à fait raison, le partage des compétences entre la ville-centre et les arrondissements, la conception du budget aussi, sont des choses qu'il faut en discuter, il faut en travailler aussi. Écoutez, j'étais très surprise pendant des années, j'en ai dénoncé le fait que la ville de Montréal n'avait même pas un plan stratégique, on ne savait pas où sont les priorités, où est-ce qu'on met l'argent, pourquoi on le met dans telle affaire et pas dans l'autre affaire. Donc, je partage beaucoup de vos préoccupations, comme
D'ailleurs, j'avais fait part de mes questions, même auprès de la firme qui nous a fait le rapport concernant le ISO 37001, c'est-à-dire que c'est un standard contre la corruption, la collusion, mais ça n'a absolument rien à voir avec les élus. Donc, c'est seulement de fonctionnement de l'administration municipale. Donc, j'ai entendu même la mairesse en disant il y a un historique. Oui, il y a un historique avec des élus, mais comment on peut protéger l'argent public des situations de collusion ou de corruption qu'on a vécues dans l'arrondissement? Et ce type de standard ne répond pas à cette préoccupation. Donc, de l'autre part, je suis tout à fait d'accord avec la lecture que M. Rotran a fait. Donc, ça prolonge de 50 000 $ en ne sachant pas sur quoi on aboutit. On n'aboutit pas parce que les conditions d'organisation de la ville ne sont pas répondues, de un. De deux, à l'intérieur du système actuel, il y a plein de mécanismes qui fonctionnent. Vous les avez bien nommés. Donc, je doute de la pertinence de la décision qu'on va prendre ce soir, de votre proposition de motion. Donc, je crois qu'il faut encore réfléchir sur le sujet. Merci. Oui, Mr. Perez. Pardon. J'avais voulu demander le vote, mais M. Perez a levé la main, je m'excuse. Oui, mais j'aimerais parler aussi sur l'amendement. So people are saying $50,000 is a lot of money for this, but we're talking about taxpayers' money and like making sure that it's spent responsibly and that it's not going places that it shouldn't. I mean, tonight we have a file on the agenda to spend close to $400,000 for a left-hand turn on Rock Hill. I think that's a lot of money. $50,000 to gain the confidence of our residents and to tell them we care about corruption and we want to make sure that that their money is 100% in the proper hands and is being managed properly. So, and I'm surprised that Mr. Arsenault, I don't know, he has this personal animosity towards me. It's been pretty clear this evening and other meetings, and I'm disappointed that he can't put that personal dislike for me aside and do what's right for your residents and for the borough. So, like, how can you be for it, against it now, but you say you're going to be for it later, when maybe you have a mayor that you like better? I think that's not considering the right thing for the residents of this borough. And quite frankly, I'm just disappointed that you're unwilling to do the right thing for your residents. Like this is a place where, or this is a move that would make us leaders in ISO 3701, and we can be an example to others and to other boroughs and to other municipalities if we go ahead with this. And I just think that we need to build trust, and we need to show our residents that we're transparent and that we care deeply about their hard-earned money. So I support this friendly amendment and obviously the motion. Mr. Perez? Before I do the droit de réplique, I see Mr. All right. Sorry. Droit de réplique on the amendment, Marvin. On the amendment. I'm going to ask a question about the receivability of the amendment. Ms. Montgomery's proposal. I'm sorry, Mr. Rotron, Mr. Arsenault. Yeah, Mr. Arsenault is ahead of you, Mr. Rotron. Go ahead, Mr. Arsenault. Thank you, Mr. Rotron. Well, seeing as I was called out, I think I need to engage in a little more record straightening tonight. Let's be clear about a few things. As we mentioned before, Mayor Montgomery and I campaigned together.
We worked together in the same party and caucus for the first 2 years of this mandate. And not once did I ever hear her talk about getting an ISO anti-corruption certification. Not once. Not once did I ever hear it being raised as an issue. In fact, the first time she talked about corruption, the first time I heard her say that it was still potentially an issue at the borough was, oddly enough, just after she was kicked out of the Projet Montréal caucus due to issues in her work relations with the borough director. So I think it's important to be clear on what this is. This is an anti-corruption standard that the city already responds to in large part. We already have a slew of mechanisms in place that were put in place after the Charbonneau Commission and after the era of corruption. And the fact of the matter is, I don't think that the average resident of CDNNDG assumes that our borough is still rife with corruption. I think what we're witnessing here is a clash of paradigms. My personal relationship with Ms. Montgomery aside, I think we're seeing two very different perspectives. I won't include Mr. Perez, who has perfectly legitimate reasons of his own to want to propose the amendment. But on both the amendment and the original proposal, we have a clash of paradigms. On the one hand, we have a borough mayor who, once things started going downhill, became convinced that there was corruption in the borough. Remember, she was served with a cease and desist letter because she directly tied our current civil servants to the era of corruption under Michael Applebaum. So she sees enemies, popping out of the woodwork around every corner when it comes to corruption in the borough. She also ties it to the fact that she doesn't think our civil servants are accountable enough to her and that they don't share enough information with her office. Now, that is a point of view that some people, I have no doubt, agree with. I do not. I think that for all of the legitimate criticisms that we could level at the institution that is the City of Montreal or the borough of CDNNDG, that we have a staff that are composed of people who are well-intentioned and who play by the rules and who do their best to do a good job. And so it's really as simple as that. If you think that, or if you've convinced yourself to think that there's corruption and that somehow that's the reason for you not accomplishing much in your mandate, then yeah, you're going to want to propose a motion like this. I don't think that's the case. I think this is political posturing, not much more than that. And as such, I do not think that this should receive so much as 1 cent of taxpayer money. That is all. I just want to make one clarification that Superior Court Justice Bernard Sinot said that I did have the right to actually speak about corruption in the borough. Mr. Perez? If there's no other comments on the amendment, I will finalize my comment on the amendment. I don't know if Mr. Rotron wants to. I don't like where the conversation's going. I'd like to get back to the main substance. Yeah, what we're doing. Okay. So thank you, colleagues. A lot was said. My intention is strictly on the essence of what was proposed, on the potential of getting this ISO certification. I see the challenges. I know this file very well. I believe that there is added value. I'm going to kind of make a slight distinction between some of the statements that Mrs. Montgomery said about the past. I'm not going there. I have full confidence in our public servants. I really do. And I don't think there's an issue. However, this is way beyond individuals. This is about a governance and a management system. What happens a lot of the time when you have a lot of paperwork and bureaucracies, you have things that just happen out of rote. Now, there's always validations, of course, but if you look at these type of systems, they are meant to identify problem areas. And that's why it's beneficial
in my eyes. I learned a lot just from the mandate that we gave of about $5,000 to the firm. And I had previously read the ISO certification and looked into it because there was an evaluation based on our borough. And it raised a lot of questions in my mind that I say it's worth pushing the analysis. Everybody's been mentioning 50,000 is a lot of money. I personally don't think it's going to cost $50,000. I think it's going to cost maybe 15 to 20,000 at most. But we don't want to have to come back in, you know, if we get to 20 to get another 5. So I suggested 50, but it's very unlikely. If the initial assessment cost about 5 to 7, there's no way that the next step is going to be, you know, 4 times or 10 times that analysis. And I truly believe that there is value added in being able to demonstrate that there's an independent third party to be able to give us that certification. Now, I am conscious of the cost. Well, I'm comfortable with 25, 50 on the books. $300,000 bottomless pit, that I have a bit of a concern. So I want to take baby steps. And baby steps is we take another step where we can get the more detailed analysis. It'll be beneficial for the services. It'll be beneficial for us because we're going to know what the problem areas are, the bottlenecks, just in terms of our own governance. And it's going to force the city center to give us a positioning on those issues. It's a win-win with a very small investment. And I see it as an investment. Just like the initial report was not a cost, it was an investment. I've used it, I'm asking questions because of it, and the way it looks at it, I believe that this is the next level. I respect people who want to look at the high level and say, the commission has said no, there's no other city, other boroughs have done that, no problem. I think it's worth going forward. So I think for those reasons, I hope that we can have it adopted. Seemingly we're not. I think we should just have a vote and then we can get to the main file. Thank you. Okay. So, Mr. Roton? Vote. I just, I'll vote, that's all. Okay, okay. So I'll call out the names. I think that's easier for Maître Reeves. Peut-être juste me préciser qui est le proposeur et l'appuyeur pour l'amendement. Oui. Alors, moi, pour l'amendement, c'est moi qui propose, Mme Maître Reeves, et c'est Mme Montgomery qui appuie. Oui. D'accord. C'est comme... Oui. Ça va? Oui, merci. Mr. Roton? No. Mr. McQueen? No. Madame Popiano? Non. Mr. Arsenault? No. So, c'est pas adopté. You have to ask Mr. Perez how he's going to... Oh, Mr. Perez, sorry. Oui, pour moi, Madame la mairesse. Oui, et moi aussi. Alors, c'est pas adopté. We're now on the principal motion. Right, exactly. Alors, Monsieur Roton? Merci, thank you. First of all, I want to say what great respect I have for the civil servants. À notre fonction publique dans l'arrondissement, j'apprécierai ce que vous faites toute la journée. Nous sommes chanceux d'avoir des personnes très professionnelles, expérimentées dans l'arrondissement. Et je ne veux pas qu'ils pensent que c'est de battre le cible non plus, parce que c'est rien à faire avec eux. C'est vraiment une question des normes de gestion. Est-ce que ça va être dans l'avantage de l'arrondissement de l'avoir ou non? Firstly, I think Mr. Perez's amendment, I didn't actually push it, but I actually thought it was a counter proposition. Ms. Montgomery said that in her opinion, we need ISO 3701. She gave her reasons for it. And then Mr. Perez moved what is in effect a counter proposition to say, well, we might need it, we might not need it. Why don't we put up to $50,000 in a pot, which we could use to determine what the problems with ISO are and whether we actually should need it or not. We know what the costs are according to the consultant. It's going to cost us well over $300,000, but
Having said that, we went ahead with the vote. I too read the commission report. So let me backtrack. Mr. Perez moved a motion at City Council. The City of Montreal should have ISO 37001. It was sent to a commission. There was a study, and there was a quite convincing report by the commission as well, which in essence said there's all sorts of things that militate against having this in a city like Montreal. In fact, I think the suggestion was more, this is appropriate for a small city that doesn't have many layers of protection. This process is extremely complex and long, and Montreal, for those watching this evening, has put in place over the last number of years so many different measures that provide protection to the public over issues of collusion and corruption. And those layers include an inspector general, a controller general, and politique de gestion contractuelle, various codes of conduct. We have an internal auditor. Guess what? We also have an external auditor as well. We also have a contract committee, among other things at the City of Montreal to provide protection. So it's not clear why a city of the size of Montreal and with boroughs the size that we do have, why there would be a discernible benefit. In fact, when we spoke to the consultant, he did not push the point that was absolutely necessary to have this, and that it gave us a way to root out all collusion and corruption and to save a lot of money. In fact, the commission report says that the costs of ISO 37001 surpass generally any anticipated savings that you could have. The commission basically gave us 5 or 6 recommendations that we should be following as a city. Moreover, there are faults with ISO, including the fact that it doesn't cover certain types of problems with corruption, including the companies getting together in classic collusion, antitrust type of behavior. So with that having been said, the council needs to take an up or down vote on whether we believe this is necessary. We know what the cost will be, $300,000 to $400,000. If we think that it provides a discernible benefit that we are not getting from the City of Montreal, then we will vote yes. If we think, however, that the layers of protection and the studies done elsewhere beforehand, which had 2 boroughs reject the same type of proposal, those boroughs being the Sud-Ouest and Rivière-des-Prairies, Pointe-aux-Trembles, we will then vote no, because we will think it's not an appropriate norm for our purposes. I personally am comfortable not adopting the ISO 37001. I have listened carefully and I've seen the citizens' questions. People do want to know that their money is protected and their city functions properly, but I do believe that we do have the protection in place to give the citizens the reassurances. And moreover, both the commission and our consultants say that from the days of the hearings in Quebec on allegations of collusion and corruption in the construction industry, there's actually been very few proven cases of collusion. As well, the commission in its work did point out that since the period when we lived this in Quebec with allegations of collusion and corruption being widespread, we have put into place at the provincial level and at the municipal level protections that did not exist before. So I don't see a necessity to move forward here, particularly as our own consultant did not make a clear recommendation that we should, and that our consultant also spotted problems, which I don't really want to make my main argument that Mr. Arsenault brought up about problems between the mayor's cabinet and the civil service as a reason not to move forward till at least a new council is in place to reconsider the options. For me, the issues are simply, do we get a real value for money and benefit? I don't think the case has been proven. And I also feel confident in the instances of protection the City of Montreal gives to us. And thus, I'm going to vote against the principal proposition. Merci.
Madame Popiano. Merci, Madame la mairesse. Donc, je veux seulement enchaîner sur les propos de M. Rotran et vous citer en réalité sur le site web du ISO qui explique aussi bien la limite de ce standard. Et je cite, « Il n'aborde pas spécifiquement la fraude, les ententes et autres délits antitrust de concurrence, le blanchiment d'argent ou autres activités liées à des manœuvres frauduleuses. » Donc, dans le même souci de bien faire comprendre les personnes qui nous écoutent, l'engagement, donc le sommaire décisionnel qu'on nous soumet de voter, c'est plus que le service d'accompagnement de 50 à 75 000 $, c'est en première étape afin d'aider l'arrondissement à obtenir la certification, mais il prévoit 300 000 $, une ressource à temps plein pour les 2 premières années, mais par la suite, il faut aussi une ressource parce qu'on dit par la suite qu'advenant la poursuite de la démarche, le financement devront être assumés par l'arrondissement. Et en plus de ça, donc on est rendu à 400 000 $, et en plus de ça, il y a 125 000 $, il y a des frais de renouvellement de cette entente. Donc, la question qui se pose, est-ce que ça vaut ce montant d'argent qu'on investit, se lancer et dire, ben, on va voir qu'est-ce qui se passe par la suite. Il y a déjà, comme ça a été souligné à plusieurs reprises par M. Rotran, par mon collègue Christian Arsenault, il y a des doutes qui proviennent aussi d'un positionnement très clair de la commission qui a étudié la performance de cette norme ISO, qui a conclu de façon unanime qu'elle n'est pas utile et très limitée comme portée. Donc, je comprends les préoccupations et j'appuie les préoccupations de mes collègues, mais je souhaite qu'on fasse les choses en bonne et due forme et puis qu'on ne gaspille pas de l'argent, c'est tout. Merci. Merci. Monsieur Perez? Je vais être assez bref, Madame la mairesse. Je pense que les positions sont assez bien campées. Je pensais pouvoir convaincre mes collègues qu'avec ma proposition, ça sera un investissement beaucoup moindre où on peut aller par étapes pour déterminer finalement si on devrait aller de l'avant de façon définitive avec la certification ISO 37001. Alors, c'est dommage. Je pense que j'avais fait un bon argument. Je respecte les points de vue différents, évidemment. Je ne pense pas que c'est quelque chose qu'on peut dire que c'est des positions plutôt que sur les objectifs. Ils sont toujours les mêmes. Mais je pense que comme a été souligné par mon collègue, on va devoir peut-être attendre un nouveau conseil pour qu'il y ait un nouveau mandat et voir si effectivement, avec 4 ans dans un mandat, qu'on ait plus de temps et ne pas passer ce contrat maintenant avec 8 ou 9 mois avant la fin de ce mandat. Merci, Madame la mairesse. Merci beaucoup. Alors, est-ce qu'il y a d'autres personnes? Madame Popiano, votre main est toujours levée, non? Je demande le vote, Madame la mairesse. OK, d'accord. Alors, on va faire ça par nom encore. Madame Popiano? Je vote contre, Madame la mairesse. Monsieur Arsenault? No. Monsieur McQueen? Contre. Monsieur Perez? Regrettablement contre. Monsieur Rotran? Non. Et moi pour. Alors, c'est pas adopté. On passe maintenant à 20.01. Accorder à Location Gay une prolongation de contrat pour la location d'une rétrocaveuse avec opérateur
incluant entretien et accessoires, pour la plantation d'arbres et l'entretien des parcs, et autoriser une dépense à cette fin de 126 526,41. Je propose. Et j'appuie. Adopté. 20.02. Accorder à la firme Affleck de la Riva Architecte un contrat de service professionnel au montant de 263 932 pour le réaménagement, rénovation et mise aux normes du centre Le Manoir. Autoriser une dépense à cette fin de 478 283,80. Je propose. J'appuie. Adopté. 20.03. Accorder un contrat à l'entreprise Urbex Construction au montant de 540 911,83 pour le projet d'amélioration des sentiers au parc Georges-Saint-Pierre et pour l'aménagement de 2 aires d'exercice canin au parc Georges-Saint-Pierre et Loyola. Autoriser une dépense à cette fin de 621 346,57. Je propose. Et j'appuie. Et j'appuie fermement. Et j'appuie également. Oh, pardon, Okay. excusez-moi. Non, c'était pas pardon, Magda. C'était pas mon tour, je m'excuse là. À cette heure-ci, je perds Je suis mon... content que Magda se concerne avec les chiens de Notre-Dame-de-Grâce. Tout à fait là. Maître Reeves, juste pour vérifier, c'est M. Arsenault et M. McQueen qui appuient. M. Arsenault? Merci, Madame la mairesse. J'ai plusieurs questions à l'égard de ce dossier car j'ai été en contact avec l'Association des propriétaires de chiens du Parc Loyola. Alors, plusieurs questions pour les fonctionnaires afin de mieux comprendre le cheminement de ce dossier qui, bien que c'est très le bienvenu, nous a pris un peu par surprise après certaines déclarations des derniers mois. Alors, je demanderai soit à M. Plante ou à Mme Gaudreau. M. Plante, pouvez-vous nous dire depuis combien de temps les services travaillent sur les propositions de parc canin? Bien, évidemment, surtout celui du parc Loyola, mais comme plus ou moins depuis combien de temps? Ben écoutez, là-dessus, peut-être que Mme Gaudreau, Guylaine Gaudreau, a peut-être une réponse plus précise. Là. Je ne sais pas si Mme Gaudreau peut... Oui, bonsoir. Il y a eu des échanges de courriels avec Mme Harris et Mme Lavarenne à l'automne 2019. On avait fait une rencontre avec M. Amar Ben-Sassi. Il y avait eu des propositions. On parlait de l'espace peut-être restreint dans certains parcs. Et puis, à l'automne 2019, il avait été convenu que les 2 aires canins seraient au parc Georges-Saint-Pierre et au parc Loyola. Merci. En fait, ça répond à ma deuxième question, c'est-à-dire qui du cabinet de la mairesse vous étiez en contact, avec qui vous étiez en contact pour ce dossier. Alors, je vous remercie pour la réponse préliminaire, bien que ça me rend un peu encore plus confus. Donc, ma prochaine question, encore une fois, juste pour mieux comprendre comment ça s'est passé, et pour la mairesse. Madam Mayor, I can't quite remember which council meeting it was at, but it was last fall when I asked you, I think it was around budget time, and the budget contained a line item for dog runs, but didn't specify which parks. And some residents and myself were concerned. And so when I asked you to unequivocally, pardon me, commit to the Loyola Park dog run, you responded that you would instead take time to analyze the various needs throughout the borough in order to determine whether Loyola Park was the best spot for a new run. I guess I've got 2 questions. One is how was that position taken, given that the services had already been working on it for the better part of a year? And what came of that analysis, and will you submit the results to council? Yeah, so what I asked them for was an analysis of where the dog licenses
had been, you know, where most dog population lived, I guess. So I was keeping an open mind about it, and but then of course we had COVID, and a lot more people had dogs. So I think we made the best decision choosing Loyola and George St. Pierre. Would we be able to get the results of the analysis based on Yeah, I believe dog permit data? I just spoke to Guylaine about the Madame Gaudreau at our last statutaire, I believe. And so, yes, that is available. Okay, thank you. And I will ask, je vais demander Madame Gaudreau de partager ces chiffres avec les élus. On va essayer de vous revenir avec l'information sans problème, c'est noté. Merci. I'll continue just by looping in the president of the Loyola Park Dog Association, who wrote to me a few times over the last few days, especially following my sharing of the information regarding the size and location of the proposed run. Now, obviously, it's a little sensitive, right? This is something that folks have been asking for a few years now, and they're happy that they're getting something. They're taken aback, and I must admit I was too, to see that the area that's being proposed for this run is, if I had to guesstimate, roughly half of that of the existing run at NDG Park. And something that seems to be much smaller than it needs to be, given its location at the north end of Loyola Park and the amount of open space that's available at the park that's not really used by anyone else. Obviously, the baseball diamonds are closed in, and the other fields are used for sporting activities. So don't really get anyone using those open areas at the north end of the park. I was asked to read and submit to table this letter on behalf of Ms. Carolyn Goldberg and the Dog Owners Association. So if my colleagues will just grant me a little bit of patience, I will try to read through this as quickly as possible, because it does propose a couple of changes that I think could improve the project, and I'd like to know if those are possible. This was forwarded to me earlier, when was it? Sunday, just yesterday. Ms. Montgomery, we are the Loyola Park Dog Owners Association. In 2019, our membership put forward a proposal for a dog run in Loyola Park. We have asked Mr. Arsenault to speak on our behalf because you have ignored the emails that we sent you, as well as the 2 phone messages that we left at your office, and have no other way of having our voices heard. Mr. Arsenault responded immediately when we turned to him for an update on the promised dog run in Loyola Park. When he informed us that there was indeed a dog run proposal included in the agenda for the February 1st council meeting, we were obviously very pleased. But then we saw the proposed plans and realized that you had completely ignored our requested location for the dog run, as well as the size that we had recommended. Our proposal reflected the need in the neighborhood based on what we know to be the large number of dogs in that area of NDG. All you have to do is consult the Access Montreal dog registration list from that neighborhood in order to get an idea of the numbers. Our written proposal included the names and phone numbers of 2 members of our association. They were available and willing to have worked with you on this project to ensure it met the needs of the dog owners in the area, but you did not contact them and did not respond to our emails, pardon me. Your proposed dog run allows for a total area of only 450 square meters, with a division separating large and small dogs that then leaves only 300 meters dedicated to large dogs. And that doesn't even take into account the space lost due to the numerous trees in that area. This is completely insufficient. They are called dog runs because they are supposed to be big enough, long enough, wide enough for dogs to actually be able to run and exercise. The space being provided is more like a holding pen than a dog run. Our membership is growing daily due to all of the people who have adopted or purchased dogs during the pandemic, and our members are very disappointed with your decision, and you are already starting to receive emails from many of them. And of course, these are not just dog owners, they are taxpayers and voters. We realize that it is too late to change the plans for the size of the dog run, but we feel that at the very least, you could change the design plan and leave it open and undivided for any and all dogs who want to play together.
With the money that you save not having to put in the extra fencing that would have separated the large and small dogs, you can redo the ground cover at the little dog pen on Patricia and Fielding. Remove the dangerous and uncomfortable stones and rocks and put in a proper ground cover that will not hurt the dog's paws. Then that area could be dedicated to the small dogs and everyone would get what they want while still respecting the allocated budget. This proposal is the best solution and compromise going forward. We request that you make the necessary changes and amendments to the plans immediately so that they can be approved during your council meeting on February 1st. I just want to thank Ms. Goldberg and the members of the association. I know it's been a long stretch, so I appreciate you taking the time to contact both of us, really. So I guess, suite à cette lettre, à cette proposition, ma question principale, c'est surtout quelles modifications et améliorations sont possibles à ce stade-ci? Est-ce qu'il y a la possibilité de le refaire pour avoir aucune division et puis réaffecter le parc canin existant pour des petits chiens? What are the options and what can we do to improve the project? Okay, thank you for those comments. Since this isn't a vote on the design of the dog park, I suggest that we discuss this outside of council and we can work with the residents. But as you know, the park, we have to address all kinds of needs in the park and we don't want to cut down trees. So there are a lot of other things to consider. There are people doing Tai Chi, there's people doing soccer, there's all kinds of uses in that park. But I'm happy to meet with you outside of council and discuss what is possible. I appreciate your openness, I really do. My only concern is I don't know what our flexibility is once we've actually adopted the file. Mr. Rocha? Thank you. Ça, c'était ma question. Ma question est technique pour les services. Est-ce qu'on peut retirer cet item de le contrat à être octroyé? Je comprends, on vote sur quelque chose de beaucoup plus large qui inclut les sentiers au parc Georges Saint-Pierre et une autre parc canin que M. McQueen semble d'être heureux d'avoir. Donc, je ne veux pas effectivement dire, bon, il y a un problème ici. Et je prends en bonne foi la lettre de madame. Je ne sais pas si tout le monde pense comme ça, mais possiblement. J'aimerais savoir quelle flexibilité aurons-nous ce soir. Est-ce qu'on peut quand même octroyer le contrat sans cette volet? Et si oui, ça nous donne la possibilité de travailler avec les communautés. If we could do that, you two could meet. Roton, I already reached out to Mr. Plant earlier today. And, you know, I also reached out to Mr. Arsenault, but he didn't return my calls or my messages. So Mr. Plant said that there are possibilities for changes. Mr. Plant, est-ce que vous voulez vérifier ces propos? Ben, c'est ce que je peux confirmer, c'est que tout d'abord, on pourrait effectivement enlever la clôture, c'est-à-dire faire un parc où il n'y aurait pas de séparation pour les petits et les grands chiens. Il est même possible qu'on puisse légèrement agrandir le parc à chiens. Là, on parle peut-être de 10-15 qu'il y aurait assez d'espace pour l'agrandir. Un des enjeux, évidemment, c'est les arbres du secteur. C'est la raison pour laquelle le parc, on a choisi cet endroit-là. Je crois qu'à la lecture de ce que M. Arsenault nous a lu, là, il y a moyen avec l'association d'en venir à les écouter puis à adapter à l'intérieur de la limite que nous avons à 10 ou 15 près plus grand. Là, il y a moyen d'arriver à quelque chose d'intéressant avec eux. Également, pour répondre à la question de M. Rattrand, on pourrait également ne pas attribuer cette partie du contrat-là, mais il faudrait retourner par la suite en appel d'offres. C'est probablement pas la meilleure chose à faire. Je pense qu'on aurait tout intérêt à s'asseoir à l'intérieur de ce contrat-là avec l'association des propriétaires de chiens de Loyola. Et à ce moment-là, je pense qu'on pourrait, et de toute façon, c'est ce qui était prévu dans cette deuxième partie, écouter les gens et adapter le parc aux besoins de ceux-ci. OK. Je suis convaincu
convaincu, si c'est possible, de travailler avec l'association pour trouver un terrain d'entente qui va plaire à la grande majorité des gens à aller d'avant. OK. Monsieur McQueen? Oui, merci pour toutes ces précisions et ces bonnes questions. Moi aussi, M. Plante et Mme la mairesse, je suis intéressé à la possibilité de peut-être pas avoir un parc petit chien grand chien, juste avoir un parc et si ça, en sauvant de l'argent avec la clôture, on peut avoir 10-15 % de plus grand, ça m'intéresse aussi. Je pense que je vois pas comme... Il y a quand même parc NDG pas trop loin pour les gens obsédés avec le petit chien. Alors, je pense que ça irait mieux juste un parc à chiens. Alors, je suis intéressé. Merci. Okay, so if I understood properly, I think Mr. Arsenault can meet with the association, the people in his district, after all, and work with them to figure out what is the best solution. I'm reassured by the answers I've received. Merci beaucoup, M. Plante. Ça me rassure, ça m'encourage, puis j'ai aucun doute qu'on pourra trouver une meilleure solution. Merci. Donc, c'est adopté. 20.04. Accorder la première prolongation de 12 mois de l'entente cadre conclue avec la firme Les Services EXP pour les services professionnels d'études, conception en ingénierie, au prix et conditions de la soumission, sans majoration de la dépense totale de l'entente cadre, maintenue à 870 314,76. C'est proposé par Mme Popiano. Oui, je propose cette fois-ci. Là, écoutez, je me suis laissé emporter tout à l'heure par le parc à chiens que je rêve en Côte-des-Neiges. Donc, oui, je le propose. Merci. Et j'appuie. Adopté. 20.05. Autoriser le versement de contributions financières non récurrentes à divers organismes, totalisant la somme de 9 650 $. Je propose. J'appuie. 20.06. Accorder une contribution financière de 98 280 $ à même le surplus libre de l'arrondissement à Nord-Sud, Cyclo Nord-Sud, pour la réalisation du projet Vélorussion, Côte-des-Neiges Notre-Dame-de-Grâce, saison 2021. Je propose. Et j'appuie. Adopté. 20.07. Accorder un soutien financier totalisant la somme de 203 000 $ au Conseil communautaire Notre-Dame-de-Grâce et à la Corporation de développement communautaire Côte-des-Neiges pour la réalisation d'activités liées à la concertation et au soutien en développement social local dans l'arrondissement, période se terminant le 31 décembre 2022. Je propose. Et j'appuie. Adopté. 20.08. Approuver la signature d'une convention de service entre l'arrondissement et la Société environnementale Côte-des-Neiges pour réaliser un projet visant la gestion humanitaire et environnementale des biens disposés en bordure de rue lors d'une éviction, verser à cette fin la somme de 114 975 $, pouvant être augmentée de 19 545,75 $ destinée au dépassement de coûts en raison d'une augmentation éventuelle du nombre d'évictions. Je propose. Et j'appuie. Adopté. 20.09. Approuver un projet de bail par lequel la Ville loue du Centre de services scolaires de Montréal pour une durée de 30 ans, avec 4 options de renouvellement de 5 ans chacune, des locaux faisant partie du projet d'agrandissement à être construit à l'école Les Enfants du Monde pour la réalisation d'activités s'inscrivant dans le programme d'animation d'un centre communautaire, loyer total de 1 795 070, le tout selon les termes et conditions du projet de bail. Approuver un montant additionnel de 500 000 $ à partir du surplus libre pour assurer le financement du projet, montant estimé à 4 339 723,
et permettre une provision de 160 277 $ pour d'éventuels coûts afférents au projet et autoriser la tenue d'un registre qui se fera par réception de demandes écrites conformément à l'arrêté ministériel. Merci. Je propose fièrement. Et j'appuie fièrement. J'aimerais ajouter mon nom comme appuyeur, s'il vous plaît. C'est un très important projet pour NDG dont on travaille. Je respecte le travail de M. Arsenault, Mme Montgomery. Merci beaucoup pour avoir achevé ça, mais il y a beaucoup de gens dans la communauté qui travaillent depuis 10 ans, incluant moi-même, finalement. Merci. OK. Merci. M. Arsenault? Oui, merci, Madame la mairesse. As much as I'd love to take some of the credit for this, I must disagree with Councillor McQueen's statement just now. I think this is a file that really shows what can happen when things go right, which is that the council, the politicians, give the civil servants a clear mandate and political support for a project, for a difficult challenge. And then we say, run with it and see what you can do. And the file that's on the agenda tonight shows that that our services, et notamment les équipes de Sonia Godreau et Guylaine Godreau, ont vraiment pris la balle and they ran with it. The challenge that we've noticed, especially in NDG over the last couple of years, is that we have a largely built up environment. There are very few plots of land that are just sitting unused. And shortly after we came into office, I'm sure everyone remembers the report that was filed not even 2 or 3 weeks later of the exploratory committee for a permanent home for the NDG Food Depot, the Walkley Center, and the Loyola Center. And they had identified a location in the Loyola district that would be ideal for a new community center and community food center. As wonderful as that proposal was, it also relied on one thing that's very much outside of the borough's control, which is a massive investment from downtown. An investment that I have not given up hope on, but that will clearly not happen in the timeframes that we need to find a secure home for some of our community groups. And anyone who's ever been to the Walkley Center knows that the space they're operating out of right now is simply not acceptable. It's not adequate in any way, shape, or form. I remember it as a McDonald's. I remember going to that McDonald's and playing in the kids' play area when I was 5 years old, and that's what they've been working with for years. Moreover, they've been working with it as the rent has been jacked up and up and up by a commercial landlord that wants to do other things with the property. Donc, bien que c'est peut-être idéal de proposer un gros projet qui hébergerait plusieurs groupes, je pense qu'on a commencé à faire le pivot depuis un certain temps pour identifier des solutions parfois individuelles, parfois en combinaison. Et avec ça, on signe pour le centre Walkley. Dans le budget qu'on a adopté, le budget d'arrondissement d'il y a quelques mois, on a commencé le processus pour faire quelque chose de similaire pour le centre Loyola. Alors, sur les 3 groupes qu'on a discuté avec au début du mandat, on travaille, on fait du progrès sur 2 sur 3. Moi, je considère ça, étant donné les montants affectés, les montants impliqués, like we're talking about a tremendous amount of money for a borough, any borough, including a borough of our size. And so it really reassures me, it encourages me to know that we've made this progress. And I want to thank all of my colleagues for their support for this file, because I know that, you know, the price tag
makes it look, it is a serious investment, but it is so badly needed in this sector that has been underserved for far too long. And again, just thank you to everyone. I know a lot of questions were asked, especially regarding the finances of this project, which will save us money, significant amounts of money, starting in, I think, the 23rd year. So the return on investment is solid. The partnership is solid. The facilities that this will open up for residents and for our community groups are going to be excellent. And this is exemplary in my book. This is something that we need to be doing more of. And I hope we'll have the opportunity to partner up with other institutional and community partners in the future once we've seen this take shape and we've ironed out the kinks and we've worked it out and seen how beneficial it is for our community. Alors, gros merci. Merci infiniment aux services et aux équipes qui ont travaillé avec autant d'énergie et de dévouement au cours des derniers mois. C'est vraiment un projet formidable et on en est reconnaissant. Thank you very, very much. Thank you. Mr. Perez? Thank you, Madam Mayor. J'aimerais évidemment faire écho de certains commentaires de mon collègue, M. Arsenault. Tout le monde reconnaît qu'il y a un besoin incroyable, énorme d'espace communautaire à NDG. Everybody knows that there's a clear deficit of the amount of community space, and we need to fill that void. And even with this approximate 6,000 square feet, which is, not bad, there's still more that is needed. Everybody also knows that the ability to have this partnership with the school commission to be able to have a shared space is gonna give us opportunities to collaborate. I agree with Mr. Arsenault. This was a project that was mounted well. The school commission, the borough, the elected officials, the services, we were all on the same page. We saw the opportunity, and we hoped and we believe that there's a true win-win for everybody involved. I'd like to also just raise one issue. Mr. Arsenault Christian alluded to the financial model. This is an element that I asked many questions, and I requested an additional meeting, and the services provided that additional meeting. And I'd like to thank Madame Godot and to that effect to be able to provide the additional information. We are essentially giving upfront $4.5 million to the school commission to enable them to build the school. We are going to be obtaining essentially exclusive use, besides whatever we agree to share on, about 6,000 square feet. And we're going to be able to get that for 30 years. We can extend it for another 10 years through options, but it's guaranteed for a minimum of 30 if we want 40. My only questions that I had raised was, what about the opportunity to actually own that space? And the services, they explained it very well. There's simply some legal limitations in virtue of provincial law, and they did a magnificent job negotiating as best they could under the circumstances. When you do some analysis, there's clear benefits. And I really pushed them to see what else we could have done. And I understand the school commission, for legal reasons, for other reasons, couldn't. I wonder what could have happened had we been involved collectively as elected officials a little bit earlier on. Had there been some arms we could have twisted? Can we have tried and negotiate a better deal at the higher up levels? But at this point, when what's presented us 2 weeks ago, it's impossible. Again, it's a good deal. For the next 30 years, people are going to say, take it and run.
You know, I always like to think even long term and say, when you're an owner, you know, that's when you really have real leverage. But we're definitely going to see the benefits. It's going to be a great project for the community, for NDG, for the school, for the families that are going to live around it. And we look forward to its inauguration. And like I said, we still have more space that we need to find. Thank you very much. Merci. Thank you. Yes, j'aimerais remercier encore les Madame Gaudreau, Sonia Gaudreau et Guylaine Gaudreau qui ont travaillé très, très fort sur ce projet. Alors, merci beaucoup. Et I'm thrilled for the families in the Walkley area, and I think it's a great project. I think it's you know, it's a way that we can collaborate with other partners. So with that, I think we can say it's adopted. C'est adopté. OK. Et on passe maintenant à 30.01. Offrir au Conseil municipal la prise en charge de la conception, coordination, réalisation et le financement des travaux d'aménagement d'une baie de virage sur le chemin de la Côte-des-Neiges, intersection de l'avenue de Selle, appartenant au réseau artériel de la ville, en vertu de l'article 85 de la Charte de la Ville de Montréal, et autoriser un financement du dossier par le surplus de l'arrondissement. Je propose. Et j'appuie. Adopté. Non. Excusez, Monsieur Vautrin. Est-ce que je souhaite... Bon, allez-y, Monsieur Vautrin. Non, vous avez proposé. Allez, premièrement, je vais être deuxième. OK. Voilà. Merci, Madame la mairesse. Écoutez, c'est un dossier qui est revenu plusieurs fois, donc je crois que c'est la troisième fois qu'on le voit au conseil d'arrondissement. Il a été d'ailleurs voté aussi au conseil municipal en 2016. Donc, c'est un aménagement de l'intersection Côte-des-Neiges et des Selles, mais le problème, c'est que le dossier, il tourne autour du virage à gauche en Rockhill. Mais l'enjeu, il est plus large que le libellé du dossier. Et je m'explique, Madame la mairesse. Vous savez que le complexe résidentiel de Rockhill, c'est 1000 appartements, donc il y a beaucoup de résidents. L'entrée dans le complexe Rockhill du côté nord, donc celle qui est en face de Selle, est aussi traversée, c'est une entrée charretière, mais le trottoir est traversé par des milliers de personnes à tous les jours. Des gens qui habitent sur Ridge ou Forest Hill qui vont aller vers le métro. Donc, il y a un énorme enjeu de sécurité à plusieurs niveaux. Donc, il y a, la première chose, une présence d'une zone accidentogène dans le tourne-bride, le U-turn qui se trouve un peu plus bas parce que toutes les voitures qui viennent sur Côte-des-Neiges du centre-ville et souhaitent rentrer dans Rockhill doivent aller jusqu'à un U-turn qui se trouve un peu plus bas, proche de l'intersection de Queen Mary. Pourquoi il y a eu des accidents? Parce que dans cette bride, il n'y a aucune signalisation. Donc, les automobilistes ne savent pas quand ils peuvent passer ou non. Je mentionnais aussi en premier lieu, et c'est l'enjeu qui est extrêmement important, la traverse piétonne dans l'entrée charretière pour accéder au complexe Rockhill, qui n'est pas du tout sécuritaire. Les feux ne sont pas des feux prioritaires pour les piétons. Donc, l'entrée dans le complexe et la traversée piétonne sont en contradiction parce que les piétons traversent sur le feu vert des voitures qui souhaitent rentrer. Un troisième enjeu qui est extrêmement important, c'est le temps de traversée est-ouest de l'intersection Côte-des-Neiges et de Selle. Le temps n'est pas suffisant, donc l'intersection est très large et les piétons n'ont pas le temps de traverser. Il y a aussi un danger de l'autre côté de l'intersection. Donc, en conclusion, pour vous faire tout ça très simple,
c'est une intersection qui est mal gérée par le feu de circulation, qui ne protège pas les piétons. Alors, la demande que j'ai faite depuis longtemps au service, c'est en réalité d'avoir un changement de feu de circulation et en même temps, parce que c'est possible, et c'est possible en protégeant aussi les piétons qui rentrent, parce que le virage à gauche se fera sur le temps du feu de circulation de Desselles vers Côte-des-Neiges, de protéger l'entrée charretière. Je sais que c'est complexe à expliquer en mots. J'aurais souhaité vous présenter, j'ai préparé des images à cette fin, mais je ne peux pas vous les présenter lors du conseil d'arrondissement. C'est une question de sécurité en réalité. Je sais, beaucoup de mes collègues disent que je protège les voitures, que je suis pour la sécurité de tout le monde, les piétons, comme les voitures qui risquent, qui ont eu des accidents dans le bride un peu plus bas. Déjà, dans ce dossier, nous avons eu une étude qui a été faite d'ailleurs à l'intérieur d'un des contrats cadres, mais que ce n'est pas finalisé. C'est un dossier qui traîne depuis des années, et je ne comprends pas pourquoi. C'est vrai, c'est très bien expliqué dans le sommaire décisionnel qu'on aurait souhaité dans le cadre de réfection totale de Côte-des-Neiges, mais dans ce secteur, entre Queen Mary et Remembers, il y a eu 3 planifications de travaux. Remembers, finalement, on va refaire l'intersection, mise à niveau de la passerelle, donc ça va être au même niveau que la rue. Et de l'autre côté, une demande historique aussi d'aménager de manière sécuritaire l'intersection de Queen Mary et Côte-des-Neiges, qui est trop large, la même chose, les feux piétons ne sont pas suffisants. Et aussi la réfection de Côte-des-Neiges entre Queen Mary et Remembers, qui est due à un moment donné d'être faite. Bien sûr qu'on ne peut pas faire tous les travaux en même temps, parce que Côte-des-Neiges, c'est une rue très passante. Il y a des autobus qui transportent des milliers de personnes par jour. Donc, il y a un échéancier qui a été décalé, donc on commence par Remembers, et à un moment donné, on espère de faire Côte-des-Neiges et l'intersection Queen Mary et Côte-des-Neiges. Mais une solution qui est temporaire, donc il faut la faire jusqu'on trouve la bonne solution, c'est de faire cette intervention sur Desselles et Côte-des-Neiges, changer les feux de circulation et à l'intérieur de cette opération, permettre le virage à gauche pour entrer et empêcher les accidents qui se produisent plus bas, donc dans le U-turn qui existe plus bas. Donc, je demande de l'appui de mes collègues. Côte-des-Neiges, c'est une artère qui est très dangereuse. On a fait très peu d'interventions concernant la sécurité des piétons. Et j'ai rencontré les résidents lors d'une rencontre virtuelle. Vous avez vu à travers les questions qu'on a reçues aujourd'hui, c'est une préoccupation, la sécurité des piétons sur le trottoir dans l'entrée des Rockets. Il faut régler ce problème. Merci, Madame la Présidente. Merci. Monsieur Gautran? Merci. J'ai lu les dossiers. Je ne suis pas convaincu qu'effectivement, les arguments que Mme Piano met à l'avant soient très appuyés. Ça me semble qu'il y a un problème, c'est à corriger le bride qui est seulement à 200 mètres au nord de l'intersection de Côte-des-Neiges et de Desselles. Il n'y a pas d'indication dans le dossier combien des voitures utilisent ce bride pour revenir vers le sud chaque journée. Aucune information concernant le nombre des accidents que Mme Popiano prétend arrivent souvent. Et il n'y a aucune information dans le dossier combien des voitures, si on vote ces 400 000 $, va tourner à gauche pour entrer de Rock Hill à cette intersection. Bon, il y a effectivement un manque total de preuves
Les dernières années, nous n'avons pas reçu des plaintes des citoyennes, à mon avis, et il n'y a pas de questions. Ce soir, on avait 3, et c'est de partager l'opinion du public, mais ce n'est pas ce qu'on doit nous guider. Premièrement, c'est le coût qui est élevé. L'arrondissement est appelé de voter 400 000 $ pour faire un aménagement qui pourrait facilement être temporaire, pour mettre un virage à gauche à cet endroit vers le Rock Hill sans de nous indiquer combien de voitures il est utilisé. Et Madame Montgomery, je vous amène votre attention à une phrase dans le sommaire qui doit être assez pour nous convaincre de voter contre. Et je le cite textuellement. Toutefois, il faut noter que lors des travaux de reconstruction de chemin de Côte-des-Neiges qui pourront être planifiés par la Ville-Centre pour l'année 2022 ou plus tard, cet aménagement temporaire sera alors démoli. Donc, on dépense 400 000 $ et ça pourrait être démoli un an plus tard. Donc, ça ne me semble pas qu'il y ait une bonne planification. Et également, nous avons dû chercher une approbation préalable du ministre de Culture et Communication parce que c'est dans le site patrimonial et ce n'est pas indiqué dans le dossier que nous l'avons fait. Donc, au moins, c'est prématuré pour procéder, mais j'ai des forts doutes que c'est l'argent bien dépensé. Je pense qu'il y a un problème avec le bridge au nord de l'intersection, que c'est aux travaux publics de sécuriser. Est-ce que ça prend un autre panneau pour indiquer aux gens que ça tourne à gauche ici ou quoi exactement? Est-ce que pourrait être fait beaucoup moins cher et assurer la sécurité? Par contre, les autres gestes peuvent être faits pour les piétons sans nécessairement permettre les automobilistes de faire un virage à gauche à cet endroit. Donc, moi, au moins, je vais voter contre. Merci. Merci. Alors, pour moi, je suis d'accord avec M. Gautran, c'est vraiment trop cher pour un projet et surtout parce que le travail va être refait après. Alors, je vote contre. M. Perez, avez-vous... En complément de l'information, Madame la mairesse, je pense qu'il faut se souvenir à la base, mes collègues, comme quoi cette rue-là, Côte-des-Neiges, c'est une rue artérielle. Ça veut dire que normalement, lorsqu'il y a des travaux de reconstruction ou de réhabilitation, c'est à la ville-centre de payer ces sommes-là. C'est sur cette base-là qu'on peut procéder et qu'on peut demander à la ville-centre de nous déléguer la capacité de faire les travaux. Mais à la base, c'était sur cette base-là qu'on a donné cette approbation. Et que j'appuie, je comprends le besoin d'aller de l'avant avec de tels travaux. Il y a plusieurs enjeux. Il y a les enjeux de sécurité à court terme que soulève Madame Popianou. Il y a aussi des citoyens. Moi, en 11 ans, comme élu, je n'ai pas de souvenir à ce qu'il y ait eu beaucoup de citoyens ou citoyennes qui sont venus au conseil d'arrondissement. Je ne dis pas qu'ils n'ont pas contacté Madame Popianou, qu'il n'y a pas eu des rencontres, mais je dis habituellement, lorsqu'il y a un enjeu, très souvent, ça va se manifester par des questions répétées au conseil. Je n'ai pas constaté cela. Et là, on vient demander à l'arrondissement de venir payer la partie des travaux de la ville-centre. J'ai la difficulté avec ça sur le principe. Est-ce qu'on va commencer à permettre à la ville-centre de ne pas investir des sommes sur la voirie? Est-ce que j'ai besoin de rappeler à tous mes collègues qu'en 2020, dans mon district, il n'y a pas eu 1 mètre de travaux qui ont été faits. Et en 2021, il va y avoir 90 mètres qui vont être faits au grand total, en 2 ans. Donc, on va empirer
le déficit d'entretien et ça va tout simplement augmenter à la longue. Et là, on vient dépenser 400 000 $ d'une responsabilité, d'une compétence de la vie-centre, je la digère mal. Mais en plus, comme l'a soulevé et l'a souligné mon collègue Rotran, on nous dit clairement, les services nous disent, il va y avoir des travaux dans Côte-des-Neiges. On va devoir refaire les égouts et on va devoir démolir les travaux qu'on veut payer 400 000 $ pour. Pas dans 10 ans, hein, pas dans 7 ans, potentiellement dans 1 an. En effet, en 2021 et en 2022, on va les défaire. Peut-être ça va être retardé 2023. Ce n'est pas une façon responsable de procéder d'utiliser les fonds publics. D'autant plus que Mme Popiano, combien de fois elle a pu répéter au cours des années, il y en a marre de faire des travaux pour refaire des travaux, pour détruire, pour refaire. Je comprends. Mais il y a ici un exemple parfait de dire que ça n'a pas de sens. Elle revient avec l'argument sécurité. Sécurité publique, sécurité piéton, ça trump everything. Comme je dis, je n'ai pas eu tellement j'ai pas de souvenirs avec beaucoup de demandes ou d'interpellations, de questions en conseil. Je suis allé voir les données ouvertes, justement, les données ouvertes de tous les accidents qui sont documentés. Certes, il y a des accidents ou des close calls, comme on dit, hein, qui ne sont pas documentés. Mais lorsqu'il y a un rapport, je suis allé voir et à cette intersection, de 2011 à 2018, il y a eu 3 incidents, pas mortels, heureusement, et ça soulève un enjeu. Mais non, quand on prend des chiffres de 3, il faut faire attention. Ça veut dire sur quel achalandage, quel type. Et je n'ai pas ici de quel côté, est-ce que c'est le côté qui est problématique ou non. C'est rien que l'intersection. Mais ce qui est intéressant, c'est que l'autre intersection de Côte-des-Neiges et Queen Mary, il y en a 12 sur la même période. Alors, si on veut commencer à regarder les endroits qui sont plus accidentogènes, ben, je pense qu'on a un endroit qui est beaucoup plus parlant à cet égard-là. Je pense que s'il y a des problématiques, effectivement, ben, il faut travailler de façon avec l'ingénierie. Est-ce qu'il faut mettre des affiches s'il n'y en a pas assez? Est-ce qu'il faut mettre un peu plus de lumière? Est-ce qu'il faut mettre un peu plus de peinture? Est-ce qu'il faut rendre les choses plus visibles? Est-ce qu'il faut avoir des opérations policières? Hein? Pas 24 heures par jour pendant 365 jours. Mais si on fait des campagnes spécifiques, moi je sais que lorsque j'avais des problématiques avec des écoles, près des écoles, ben, on fait pendant 1 semaine. 3 mois plus tard, on fait une autre semaine. Et là, ça se règle, ça se résorbe. Alors moi, je pense que lorsqu'on prend l'ensemble des facteurs, lorsqu'on regarde tous les faits, les éléments, je pense en tant que conseil, je vois mal comment on peut adopter ce contrat dans les circonstances. Comme je dis, si les opérations étaient différentes, si la ville-centre était prête à payer, ben, ça serait affaire clos. Si Mme Popiano, qui est élue depuis 7 ans, qui est vice-présidente du comité exécutif, elle ne peut pas convaincre son collègue M. Benoît Doré de ce 400 000 $, est-ce que vraiment c'est à l'arrondissement de les payer lorsque son PTI est minime et il y a tellement d'autres besoins également où il y a des éléments de sécurité? Alors, moi je pense que c'est déconseillé de pouvoir l'adopter. Je pense qu'on a eu le débat. Je serai très à l'aise à appuyer cela dans d'autres circonstances et j'espère qu'on pourra le faire. J'ai, dans le dernier mandat, justement, avec Mme Popiano qui a poussé ça, appuyé de tels projets et de tels travaux, mais il faut voir l'ensemble des facteurs et je ne pense pas que ça se concrétise avec ceci. Merci bien.
Madame Montgomery, écoutez, je souhaite répliquer à Monsieur Pérez. Voilà. Monsieur Pérez, écoutez, je ne sais pas, mais dans l'administration, Valérie Plante, même si je suis vice-président du comité exécutif, je n'interviendrai jamais auprès de mon collègue Benoît Doré de favoriser un projet ou l'autre. C'est une planification des travaux qui est intégrée. Ça ne fonctionne pas comme ça dans l'administration de Madame Plante. Il semble que mes collègues n'ont pas voulu entendre l'essence de mon intervention, celle de sécurité, de sécurité des piétons. Bon, si vous souhaitez avoir des plaintes de toutes les personnes qui se sont presque fait frapper par des voitures quand ils traversent le trottoir, oui, vous pouvez les écouter. Le conseil d'arrondissement, il est en web diffusion, il est enregistré, donc on va prendre bonne note qu'il faut faire des pressions. Je souhaite aussi rappeler à mes collègues, surtout à M. Pérez, parce qu'il était responsable des travaux publics à ce moment-là, qu'en 2016, en 2016, il y a eu aussi qu'un article 85, exactement, pratiquement le même sommaire décisionnel, qui a été voté au conseil d'arrondissement et où l'arrondissement s'est engagé de payer les mêmes travaux. Ce n'est pas des travaux d'aménagement trop grands, c'est surtout le changement des feux de circulation. Peut-être que ce n'est pas assez bien expliqué dans le sommaire décisionnel. Le virage à gauche, ça peut se faire, il ne faut pas des gros travaux qu'on démolit et que ça coûte 400 000 $. C'est surtout la partie d'analyse, c'est ça ce que je demande en réalité à travers ce sommaire décisionnel, qu'une firme experte nous dise comment sécuriser cette intersection et surtout changer les feux de circulation afin d'assurer la sécurité du piéton et rallonger la traversée est-ouest de Côte-des-Neiges. Je suis tout à fait d'accord avec M. Pérez. Écoutez, l'intersection Queen-Mary et Côte-des-Neiges est très accidentogène. Mais en dépit de tous mes efforts, ça n'a pas fonctionné. Là. On va attendre encore quelques temps parce qu'on souhaite aussi intégrer la placette, la piétonisation. Donc, c'est des travaux importants. Mais j'avais besoin de votre appui seulement pour protéger les milliers de piétons qui traversent l'entrée charretière dans Rock Hill afin de mettre un feu prioritaire pour les piétons. C'est tout. Merci beaucoup, Madame la mairesse. Merci. Monsieur Perez, est-ce que votre main est levée ou non? Non. Je vais l'enlever, Madame la mairesse. Pardon? Je vais l'enlever. Je demande la vote. Pouvez-vous appeler? Oui. OK. Monsieur Gautran? Non. Madame Popiano? Pour. Monsieur Arsenault? En faveur. Monsieur McQueen? Pour. Monsieur Perez? Contre. Et moi, je suis contre. Alors, c'est pas adopté. Alors, j'aimerais prendre pause et j'aimerais demander Madame Popiano comme mairesse suppléante de prendre ma chaise pour quelques minutes. Ça vous va? Mais vous êtes en mute. Oui, merci. Je me suis OK, nous sommes au point 30.01. OK, merci. Oui. Merci à vous. Donc, en 30.02. Oui. Autoriser une dépense maximale de 58 426,85 pour les travaux de réfection de la chambre de télécommunications, l'achat de mobilier et le déménagement dans le cadre du projet de rénovation de la bibliothèque Côte-des-Neiges. Malheureusement, je ne peux pas proposer, mais j'invite un de mes collègues de le faire. Et j'appuie. J'appuie, excuse. Merci. En 40.01. Édicter une ordonnance autorisant le bruit la fin de semaine provoqué par l'exécution de travaux pour la construction d'un nouvel édicule à la station de métro Vendôme du 8 février au 30 avril. Je propose. Et j'appuie.
C'est adopté. En 40.02. Édicter en vertu du règlement sur les tarifs une ordonnance permettant l'application de la gratuité pour les activités de patinage libre et de hockey libre, conditionnelle à l'autorisation de ces activités par la santé publique, du 1er samedi de janvier au 2e dimanche d'avril à l'Arena Doug Harvey. Je propose. Et j'appuie. Des interventions. C'est adopté. En 40.03. Édicter les ordonnances décrétant une promotion commerciale jusqu'au 4 mai sur l'ensemble du territoire de l'arrondissement et permettant les abris d'attente devant les commerces ainsi que les enseignes temporaires sous certaines conditions. Je propose. Et je peux appuyer pour Madame la Merci. Propriétaire. Des interventions. C'est adopté. En 40.04. Accorder une dérogation à l'interdiction de convertir en copropriété divise l'immeuble situé au 4612-4614 avenue Wilson. Je propose. J'appuie. Pas d'intervention. C'est adopté. En 40.05. Refuser, conformément au titre 8 du règlement d'urbanisme, les travaux projetés pour l'agrandissement de l'immeuble situé au 4861 avenue West Hill. Je propose. Et j'appuie. Pas d'intervention. C'est adopté. 40.06. Approuver, conformément au titre 8 du règlement d'urbanisme et au projet particulier PP 95, les travaux visant l'installation de 2 enseignes annonçant le nom d'un commerce situé au 5291 avenue de Courtrai. Je propose. Et j'appuie. C'est adopté. 40.007. Adopter telle que soumise la résolution approuvant le projet particulier PP 123 visant à autoriser la construction d'un nouvel édicule pour la gare Montréal-Ouest au 7480 Sherbrooke-Ouest. Je propose. Et j'appuie si c'est permis, mais Oui. c'est permis? Oui. Je peux appuyer, parfait. Alors j'appuie. C'est un beau projet en plus. C'est adopté. 60.01. Madame Popianou dépose les rapports faisant état des décisions prises par les fonctionnaires ou employés dans l'exercice des pouvoirs qui leur sont délégués. C'est déposé en 60.02. Madame Popianou dépose la liste de tous les contrats comportant une dépense de plus de 2 000 $ passés au cours du dernier exercice financier précédent avec un même contractant lorsque l'ensemble de ces contrats comporte une dépense totalisant 25 000 $ et plus. C'est déposé en 60.03. Je vois que Mme Oui, je suis de retour. Vous êtes Merci. de retour? Oui, merci. Merci, Madame Popiano. Parfait. Donc, on est rendu au point 60.03. Mme Montgomery dépose le rapport d'activité du Conseil jeunesse de Côte-des-Neiges Notre-Dame-de-Grâce. Oui. À 60.04, je dépose le certificat des résultats de la période de réception des demandes écrites de scrutin référendaire pour le règlement d'emprunt RCA 20 17 342. Et 6501. Motion Go ahead. Je m'excuse pour vous interrompre. Motion visant à réaffirmer la reconnaissance et l'appui de l'arrondissement à l'occasion de la Journée internationale de la langue maternelle. Merci beaucoup. Je propose cette motion appuyée par le conseiller Lionel Perez. Exactly 10 years ago this week, Borough Council adopted a motion to
recognize and honor International Mother Language Day. It is a day that is celebrated every February 21st, and it celebrates linguistic diversity and multilingualism. The original request was made to us by the Bangladeshi community in our borough. International Mother Language Day is a major holiday in Bangladesh, and it represents for Bangladeshis a day in which their language, Bengali, finally was honored and cherished and became a language that became their national language. Bangladesh was part of another country from 1947 to its independence. That other country had only one official language, and that wasn't Bengali, even though 60% of the citizens of Pakistan of the day spoke Bengali and not Urdu. And in fact, those who wanted to work in public service would not be hired if they did not speak Urdu. And in fact, in government, Urdu was the language and not Bengali. And when a student movement arose in the early 1950s to win recognition of the Bengali language, violence was used against them and many people were killed. It was one of the impetus for the creation of a new party that won the 1971 elections in Pakistan, an election that was overthrown by the military of Pakistan, which began a campaign to repress the movement in what is now Bangladesh to honor the Bengali language, which is part of an old and honorable culture, rich in literature, rich in poetry, with a long, long and respected history. That effort to repress the democratic choice of the voters in 1971 and the effort to make Bengali a living thing within, a living language within Pakistan led to over 3 million people being killed and ultimately to the independence of Bangladesh. Bengalis have always made linguistic diversity part of their essential values. They lobbied UNESCO, which in 1999 adopted International Mother Language Day as an annual celebration of the richness of language in human culture and the necessity to foster and preserve the uniqueness of the human experience as expressed through language, and to protect languages that are threatened or even close to extinction. Since that day, many jurisdictions, both local and through states and provinces, and even national administrations have adopted the celebration of International Mother Language Day. In the United States, a stamp has been issued by the US Post Office in honor of International Mother Language Day. Here in Montreal, both at the borough and at City Council, motions in support have been adopted. The Bangladeshi community felt it would be meaningful to recognize this day. Again, the Bangladeshi community has grown enormously in our borough. Many of the organizations that are most active in this community asked for this motion, and I'm honored to present it to my colleagues. Thank you. Thank you, Mr. Autran. Anyone else want to comment on this? So adopted unanimously. 6502. Motion pour la commémoration de l'attentat de la Grande Mosquée de Québec et à raffirmer notre volonté à lutter contre la haine. Merci, c'est mon honneur de proposer cette motion, également appuyée par le conseiller Lionel Perez. Cette motion est née pendant une town hall, un sommet que j'ai eu le 31 décembre avec des résidents de mon quartier, où il y a plusieurs groupes et individus qui m'ont demandé si je peux soulever au Conseil d'arrondissement une motion qui va dénoncer l'islamophobie, la haine contre des musulmans, l'intolérance vers les musulmans, et rappeler la tuerie qui est arrivée en 2017
à la Grande Mosquée à Québec. Spécifiquement, j'ai eu des conversations avec les représentants de le Conseil national musulman canadien qui m'a renseigné concernant leur programme national, qui est beaucoup plus large à Ontario qu'à Québec, mais le programme d'inviter les élus au niveau des arrondissements, des villes, etc., de soulever les cas d'islamophobie. Ils appellent ça Green Squares en Ontario. J'imagine en Québec, ça doit être carré vert. Et des autres personnes, des différentes communautés musulmanes. Il y a plusieurs mosquées dans notre arrondissement, quelques-unes dans le district de M. Perez, qui représente la tendance sunni et les tendances shia. Il y a des organismes qui représentent des ressortissants d'Irak et des autres pays qui sont larges en nombre à Côte-des-Neiges. Il y a encore la communauté bangladeshi que je viens de mentionner, où la grande majorité des personnes sont musulmanes, la minorité sont hindous. Il y a des mosquées à Notre-Dame-de-Grâce également, et le Conseil musulman est dans le district de M. Arsenault. Effectivement, celle qui m'approchait a dit oui, et il apprécierait beaucoup que depuis quelques années, il y a une motion annuelle, le conseil municipal de le mois de janvier, mais la pensée est importante pour une déclaration d'être adoptée également ici en arrondissement. It's important for us as elected officials in a borough as diverse, multiracial, multicultural as ours, with people of so many different origins and so many different creeds, that we stand in solidarity against all forms of hate and intolerance. I appreciated our vote last Wednesday to adopt the International Holocaust Remembrance Alliance's definition of anti-Semitism and our stand to denounce anti-Semitism. I appreciate as well that our borough has on numerous occasions stood with minority groups and made declarations in their support. We've called out violence. We've denounced efforts to target different communities, whether it's the Asian community or whether it's the Black community. We told them that as citizens of our borough, we appreciate what they do to enrich the lives of all of us and to provide to the prosperity and well-being of our borough. It's important as well that we make a statement against Islamophobia. There's a growing Muslim population in our borough, but it's the right thing to do whether the population is growing or not. When there is violence and hatred aimed at any one group, it is aimed at all of us, and it behoves all of us to stand in solidarity. Donc, pour ces raisons, je demande au Conseil d'arrondissement d'adopter ces motions et effectivement d'assurer que la population sache qu'on est solidaire avec tous nos citoyens, et dans ce cas que nous avons adopté une motion en appui de notre population musulmane. Merci. Je prends la parole, Madame la mairesse. Merci. Donc, c'est un privilège et un honneur de pouvoir appuyer cette importante motion qui est évidemment à la suite du 4e anniversaire de l'attaque meurtrière à la Grande Mosquée de Québec. Nous avons tous eu l'opportunité la semaine dernière lors du Conseil de ville d'exprimer nos pensées lors de la déclaration adoptée en amont. Et là, on vient adopter en aval. Et je pense que les messages que nous avons lancés sont tout aussi applicables. On se doit de dénoncer la haine. Peu importe qui est la victime, la cible, lorsque quelqu'un professe la haine contre un, ben ça professe la haine contre tout le monde. C'est ça l'idée sur laquelle on doit se combattre. Et particulièrement en ce moment-ci, où il y a une tension incroyable, où il y a beaucoup de peur, et malheureusement, une partie des dires de certains, ben, ils sont pris comme amalgame. Au début de la pandémie, on sait à quel point qu'il y a eu
des actes de violence et des commentaires outrageux à l'égard de la communauté asiatique, parce qu'au début, c'était un virus qui venait de la Chine. On a pu adopter une motion au mois de juin dernier, proposée justement par notre collègue Marvin Rotran. Depuis, il y a eu d'autres attaques, il y a eu d'autres théories de complot, et malheureusement, ça se répand. C'est pour ça qu'il est important de dénoncer. Il est important de participer, par exemple, la semaine dernière, à la semaine de sensibilisation québécoise musulmane. J'ai eu la chance, avec ma collègue Mada Kopianou, d'être là lors du lancement, et il y avait énormément d'événements toute la semaine, évidemment culminant avec cette commémoration. Alors, je pense qu'on est fiers en arrondissement d'avoir justement une société plurielle, multiethnique, multilinguistique, et on a l'occasion de dire haut et fort, peu importe nos origines, qu'on est solidaire avec la communauté musulmane, qu'on va combattre contre les homophobies et contre toute forme de haine, et qu'on est là avec eux en solidarité. Merci. Merci. Pas d'autres commentaires? Alors, adopté? Une année. 65.03. Motion invitant le Québec à modifier l'article 1959 du Code civil du Québec. Thank you. I am presenting this motion seconded by Magda Popianu, and it is, as we've explained last Wednesday, we again explained in the answer to the question from Darby McDonald a bit earlier this evening. It aims to plug a process that doesn't exist elsewhere in the civil code in terms of rental law. The legislature wisely decided that if landlords want to change the condition of leases or want to repossess a unit or want to raise rent, whatever, they have to send a letter to the tenants and the tenants can refuse. The landlord is the one who has the obligation of going to the rental board and proving the necessity of doing so. In terms of rent increases, the board sets a norm, and if a landlord feels that norm doesn't meet his real cost, he has the ability to make an appeal. It would be too onerous to put this onto the shoulders of the tenants, and the legislature realized that, which is why all the tenant needs to do is send back a written response within the deadline defined in law. However, with the question of subdivisions or enlargements, there is a clear loophole. It is the only place in rental law, at least to my understanding, that a tenant has the obligation of being the one that contacts the rental board. Now, we have a freeze in our borough. You can't get a permit for enlargement or subdivision in our borough, but you can still send a letter to a tenant saying that you're invoking these articles. And what people do not know is if they don't answer, either because they don't know they have to answer, or they don't know that there's a freeze and that there's not going to be a permit anyways, if they don't answer because they think, hey, it's not necessary, their lease is considered null and void at the end of the period of the lease, because they simply didn't do what the law requires. And that's an onerous obligation. It shouldn't be up to the tenant, particularly where we can show that a landlord might be acting in bad faith, knowing full well he can't get a permit, and yet he can send a letter and keep your fingers crossed, nobody responds, it can ask everybody to leave. With possibly, and I don't want to impute motives, the idea of raising rents. So in this situation, it's bad enough, but now during COVID, it's even worse. So think of the procedure. A tenant could go during this COVID pandemic to the rental board within the 30 days of getting the notice from the landlord and filing a case. The rental board happens to be understaffed right now. The wait can be extremely long. It's not what people want to do. Or they can do it online. But then for doing it online, you need a printer, a scanner, and you need a credit card to pay for it, because it's $79 to contest. That's what the tenant has to pay. Now you get that back if you win your case.
And you will win your case if the landlord can't prove they have a permit and the borough's allowing to do this. But even so, let us take the burden off the tenants and let us correct this anomaly in the law, which is why Ms. Popiano and I ask the legislature, the Quebec National Assembly, to change these 1959 and 1959.1 in the Civil Code. And once this is adopted, I'm sure we'll all talk to our MNAs in Côte-des-Neiges, in Snowden, and in the NDG with the view of having them raise it in the National Assembly. Merci. Thank you. Thank you, Mr. Autran. Madame Popiano. Merci beaucoup, Madame la mairesse. Écoutez, c'est effectivement un enjeu qui est extrêmement important et on a été interpellé, autant M. Autran que moi. Donc, j'ai eu des courriels des résidents. Donc, c'est, comme je le disais à maintes reprises, il y a aussi une pandémie d'éviction dans notre arrondissement, surtout en Côte-des-Neiges et chez M. Autran aussi. J'ai compris que chez M. Perez dans Darlington, il y a le même phénomène. Donc, j'ai appuyé tout de suite la proposition de M. Autran. Il me semble extrêmement important parce qu'il y a aussi un autre problème qui est sous-jacent. Je ne reprendrai pas toutes les explications très bien faites d'ailleurs par M. Autran, mais il y a aussi un autre aspect, c'est que le Code civil de Québec stipule dans un de ses articles que le propriétaire peut proposer une contribution, un montant d'argent qui vaut 3 fois le loyer afin que le locataire quitte. On comprend que les loyers, quand on pense, c'est des 400, 500, 600, 700 $, même multiplié par 3, ce n'est pas un gros montant. Donc, souvent, ces gens se laissent tenter par le petit montant de 2000 $ ou de 1800 $ et ils quittent l'appartement sans savoir. Donc, ils voient la montagne en réalité, faire toutes les démarches auprès du tribunal administratif. Alors, ils ne comprennent pas qu'en quittant l'appartement, les loyers sont tellement hauts maintenant qu'ils ne vont plus trouver. Donc, on se demande pourquoi il y a des gens dans la rue, pourquoi les gens ne trouvent pas un logement. Bien, une des causes, c'est ce type d'agissement. Et merci beaucoup, M. Autran, d'avoir initié ça. J'étais aussi sur le dossier, mais c'est une très bonne démarche parce que dans la motion, on demande clairement, plus que le fait que le propriétaire doit aller entamer le processus avant d'envoyer les avis d'éviction, mais il doit déposer auprès du tribunal administratif locatif tous les papiers, donc tous les permis qui prouvent que vraiment il va faire des rénovations dans le logement. Je vous racontais, lors de notre dernière rencontre, j'ai vu un cas sur Swart, 2 blocs appartements qui ont été pratiquement vidés par cette démarche. Et malheureusement, on l'a rattrapé trop tard. Il n'avait pas de permis pour faire les rénovations. Merci beaucoup. Merci. Alors, c'est adopté. Monsieur McQueen? Non, adopté, c'est bon. OK. Alors, 70-01. Approuver la création d'une table de travail visant à faciliter les communications et les échanges entre les membres du conseil d'arrondissement et les directeurs de l'arrondissement, conformément au second résolu de la résolution CA20-17-0272, adoptée à la séance extraordinaire du Conseil du 30 octobre 2020. Je propose. C'est appuyé par tous les élus. Nous appuyons. Okay. I'd like to move an amendment, please. Je propose un amendement appuyé par M. Arsenault. Je viens de l'envoyer à l'ensemble des collègues et Maître Reeves, qui effectivement faire un changement. Je vais vous donner un instant pour le lire. Donc, l'amendement
change le texte qui lit « Présidence, la mairesse d'arrondissement est d'office présente de la table » pour un texte que la présidente de table de travail est nommée par le conseil d'arrondissement et peut être changé en tout temps. Le conseil d'arrondissement nomme Madame Sue Montgomery, la mairesse de l'arrondissement, comme présidente. Let me explain the sense of this amendment. Rather than Ms. Montgomery always being the chair, it allows the council, should it determine that it's in the interest of everyone, to change the chair of this table that has the leisure and possibility of doing it. I have no doubt Ms. Montgomery will do a fantastic job in this sense, and that we'll all be happy. Speaking among ourselves, this evening I noticed a couple barbs thrown around. Maybe it's unavoidable, but I would like this year, rather than being an election year where everybody's at everybody's throat, to be our best year yet as a council. And as such, I think we need the trust building efforts to have a better functioning, to avoid some of the problems and some of the conflicts that existed in the past, which is why I'm moving the amendment. Thank you. Is there a second? Oh, it's seconded by Mr. Arsenault. Okay. C'est adopté. Et pour la motion, Monsieur Perez? Motion principale, telle qu'amendée, j'ai proposé la principale. Moi, je n'ai pas d'autre chose à rajouter. Je suis content qu'on puisse peut-être brièvement aller de l'avant avec une telle proposition suite à la motion que j'avais déposée au mois d'octobre, et je me réjouis que ça fait l'unanimité. Merci. D'accord. Alors, c'est adopté. Before we go, two things. I already had my first email from a group of tenants on one of the streets of my, actually Mr. Perez's district, thanking us for the motion that was just adopted on enlargement and subdivision. And I also wanted to congratulate Miss Montgomery on the birth today and her family. And I wish you a lot of nachas. Thank you. So, avec ça, l'ordre du jour est épuisé. Bonne nuit. Merci beaucoup. Bonsoir tout le monde. Just before midnight, we made it. Everybody, take care.